Bien, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette configuration de conseil de quartier renouvelé. Et c'est la raison pour laquelle je vais installer ce nouveau conseil de quartier, puisque, comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons renouvelé l'ensemble des conseils de quartier, des 10 conseils de quartier de l'arrondissement, de façon à permettre à 2 fois plus de citoyens, si je peux dire, et d'associations de participer au conseil de quartier. C'est pourquoi j'ai décidé, à mi-mandat, de renouveler l'ensemble des conseils de quartier. Alors, c'est pas ça, c'est le discours, mais j'ai... Attends, j'ai trouvé, je pense, parce que comme tout est mélangé, voilà. Excusez-moi. Voilà, alors ces conseils de quartier vont vous être présentés avec leurs nouveaux membres. Pour ce qui concerne la municipalité du 15e, j'ai un adjoint qui préside 2 conseils de quartier, puisqu'il y a 10 conseils de quartier. On a le droit à 5 adjoints supplémentaires pour animer les conseils de quartier. Donc c'est Louise Agathe Charpentier qui est mon adjointe chargée de ce quartier depuis le début de la mandature. Et puis il y a également, alors je ne sais pas s'il est là, Mathieu Luineau, donc, qui est mon adjoint chargé de la démocratie participative, mais qui n'a pas pu venir. Et c'est la démocratie participative, beaucoup d'instances évidemment la constituent, mais il y a un outil particulièrement important qui est le budget participatif que vous connaissez peut-être et qui a joué un grand rôle d'ailleurs pour la réhabilitation de ce quartier. On en parlera dans un moment. C'est lui qui le gère. C'est quand même un budget annuel de 6,5 millions d'euros. Et donc, le 17 octobre dernier, comme je vous le disais, ces conseils de quartier ont été renouvelés. Et le président du conseil de quartier vient tout juste d'être élu, enfin il y a quelques temps, il y a peu de temps, dans une réunion préparatoire, président du conseil de quartier. J'ai souhaité, au cours de la mandature précédente, que aux adjoints qui présidaient, à mes adjoints qui présidaient les conseils de quartier, se substitue un habitant tiré au sort dans le collège des habitants, mais élu par l'ensemble du conseil de quartier, de façon à permettre vraiment une plus grande implication des habitants, une espèce de démocratie directe, si je peux dire, dans les conseils de quartier. Donc je le félicite pour son élection, et je suis sûr qu'il y aura un très bon travail qui sera mené pour les 3 ans à venir, puisque ce conseil est installé pour 3 ans. L'appel à candidature que nous avions lancé au mois de juillet a été assez fructueux, puisqu'il y a plus de 600 habitants qui se sont portés volontaires pour être tirés au sort dans le collège habitant du conseil de quartier, et plus d'une 50aine d'associations. J'en profite pour saluer bien sûr le travail qui a été accompli dans la première partie de la mandature de 3 ans par les 240 conseillers de quartier. Certains sont peut-être encore présents ici. Il y en a même qui ont eu la chance d'être à nouveau tirés au sort. Et puis, bien sûr, saluer de façon générale les habitants tirés au sort dans le collège habitant, les responsables associatifs qui siègent pour la première fois, ainsi que les élus. Alors, il y a un collège élu aussi désigné à la proportionnelle et personnel qualifié. En fait, il y a 4 collèges dans les conseils de quartier. Un collège habitant, c'est le plus important, 12 habitants titulaires auxquels s'ajoutent 12 suppléants, parce qu'il y a une règle d'airain que nous appliquons avec la plus grande brutalité. Alors je le précise aux conseillers de quartier du collège habitant tiré au sort, c'est-à-dire qu'au bout de 3 absences, vous êtes automatiquement remplacé par votre suppléant. Voilà. Il y a 3 ans... à vivre ensemble, il y a 3 conseils de quartier par an, donc ça nécessite vraiment la présence assidue de chacun d'entre vous. Il y a 4 représentants associatifs, il y a 4 personnalités qualifiés qui sont des personnalités qui ont un rôle dans le quartier. Ça peut être un proviseur de lycée ou un directeur d'institut, l'Institut Pasteur, vous voyez, des choses comme ça. Et puis 4 élus désignés à la proportionnelle du conseil d'arrondissement. Et je le précise aussi parce qu'il faut que vous le sachiez, nous sommes le seul arrondissement à filmer intégralement les séances plénières. Vous avez une caméra qui est derrière. Et ces séances sont diffusées dès le lendemain, je crois, sur le site internet de la mairie.
Le Conseil se réunira 3 fois par an en séance publique, c'est-à-dire comme celle-ci, ouverte à tous, avec pour objectif, bien sûr, de permettre un dialogue entre les habitants, les élus, les services municipaux, les actes que je remercie de leur présence également, les acteurs et les aménageurs locaux. Et puis aussi, c'est l'objet aussi de ces conseils, de favoriser l'information des riverains sur les projets qui les concernent. Et Dieu sait s'il y a des projets lourds dans ce quartier. Et puis les évolutions, bien sûr, du quartier. Sachez aussi qu'en amont de chaque réunion plénière, les titulaires, les conseillers de quartier, se réunissent dans le cadre de réunions préparatoires afin d'échanger d'ailleurs autour de l'actualité du quartier, d'entendre les informations qui sont données aussi par la mairie d'arrondissement et de définir surtout les sujets qui seront choisis pour la réunion publique. Donc je dis ça parce que je voudrais vraiment que vous sachiez que le conseil de quartier est maître de son ordre du jour. Ce n'est pas la mairie qui le décide, c'est le conseil de quartier. Bien sûr, il y a d'autres actions que mènent les conseillers de quartier, notamment sur le terrain. Alors, il y a l'organisation de marches exploratoires, en présence des adjoints compétents, des services techniques, en charge de l'aménagement de l'espace public plus particulièrement, afin d'identifier les points d'amélioration et de faire remonter les problématiques locales. C'est vrai que nous avons fait évoluer aussi la charte des conseils de quartier que j'ai fait voter en conseil d'arrondissement, notamment sur le mode de gouvernance des conseils de quartier pour permettre une plus grande réactivité, une plus grande écoute des habitants. C'est vraiment ça la mission de ces conseils de quartier. Comme je le disais aussi au début de mon propos, la précédente mandature a été marquée par un événement assez important de démocratie participative qui est le budget participatif qui est mis en place sur Paris, qui a été mis en place en 2014 à l'échelon parisien et aussi dans les arrondissements. Ce qui fait qu'il y a des projets parisiens et des projets d'arrondissement qui sont choisis par les habitants de l'arrondissement. Le budget participatif constitue pour les conseils de quartier aussi une opportunité pour réaliser des projets d'investissement lourds, de grande ampleur, puisque je vous le disais, nous bénéficions chaque année d'une dotation d'environ 6,5 millions d'euros pour le budget participatif, ce qui permet de choisir les projets votés par les habitants chaque année, à peu près au mois d'octobre, novembre, octobre, ce qui a été fait encore récemment. Mais les conseils de quartier ont également un budget, qui est beaucoup plus modeste, il est vrai, puisqu'il est de 3 306 euros par an pour le budget de fonctionnement et un budget d'investissement de 8 264 euros par an également, ce qui permet en réalité de réaliser des petits aménagements locaux. Ça peut être des petits travaux d'entretien de voirie ou d'espaces verts, des bancs, des jardinières, des ralentisseurs, vous voyez, des choses comme ça. Alors, si, compte tenu de la modestie de l'enveloppe d'investissement que je viens de préciser, c'est vrai qu'il n'est pas toujours possible de réaliser des projets qui sont plus coûteux et dont le coût dépasse l'enveloppe annuelle que je viens de dire. Mais dans ce cas, je veux dire que la mairie du 15e peut compléter sur son budget, c'est-à-dire que sur le budget du 15e, je peux compléter un investissement qui dépasserait les sommes prévues par le conseil de quartier. Pour terminer, j'essaie de vous donner quelques informations essentielles, mais je vous indique, et là je m'adresse plus particulièrement aux conseillers de quartier, pour leur dire que j'ai demandé à ma direction générale des services d'organiser une séance de formation des conseillers de quartier qui aura lieu donc le mardi 19 décembre. Alors, on vous a invité le 24 décembre, mais donc le mardi 19 décembre à 19h en mairie. Bien sûr, on ne pourra pas vous expliquer tout le fonctionnement de la mairie de Paris et de la mairie d'arrondissement, mais je pense que vu la complexité de la matière, il est important que vous ayez quand même quelques notions de base et que vous puissiez surtout poser toutes les questions que vous souhaitez dans cette réunion qui sera tenue par ma directrice générale des services. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire le plus rapidement possible. Maintenant, je ne vais pas complètement m'effacer, mais en tout cas, maintenant que le conseiller est installé, je vais passer la parole au président de ce conseil de quartier qui va présider, je pense, en faisant en sorte que chacun se présente dans le conseil de quartier, puisque c'est la première fois qu'il se réunit depuis son renouvellement, et puis aussi pour aborder et traiter l'ordre du jour que vous avez choisi lors de la réunion préparatoire. Merci. Tiens, non, je donne ça. Donc, merci, monsieur le maire. Bonjour et bonsoir plutôt à tout le monde. Ce que je vous propose déjà, avant de commencer l'ordre du jour, même si monsieur le maire en a déjà dit une partie pour le premier point, c'est de présenter l'équipe
Par principe, je laisserai commencer l'équipe de conseillers et je commencerai par Gilbert Caron. Je ne sais pas s'il y a un micro. Bonsoir à tout le monde, et puis je suis Gilbert Caron, habitant le quartier, attention, depuis 80 ans, exactement le 4 mars ça arrivera. Et même dans cette école où nous nous trouvons aujourd'hui, j'y ai mis les pieds pour la première fois en 1950, vous voyez. Ma profession était intermittent du spectacle, j'ai été comédien, régisseur, direction de production, et puis mon grand-père était chef d'orchestre de l'harmonie du 15e arrondissement. Vous voyez, toute la famille était dans le 15e tout le temps. Eh bien, je vais passer la parole à mon voisin. Merci. Bonsoir, je suis Marie Sora, j'habite le quartier depuis 1 an et demi, donc j'ai beaucoup, voilà, mais j'ai beaucoup à apprendre et sur les 1 an et demi, j'ai vraiment pu découvrir la variété du 15e et les projets en cours et notamment par le biais du budget participatif. Enfin, j'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes et je voulais essayer d'apporter ma contribution, de faire passer les informations dans les deux sens si possible. Bonjour, je m'appelle Corinne Neury. Donc moi j'ai vécu dans le 15e côté Beaugrenelle et ça fait maintenant depuis 2005 que je suis dans le quartier. Et donc comme je m'intéresse à la vie du quartier, je voulais faire partie du conseil de façon à pouvoir aider et faire avancer les choses. Bonsoir à tous, Yves Lejean, j'habite le quartier depuis une quinzaine d'années. J'ai 2 enfants qui sont collégiens et écoliers aussi dans le quartier. Je suis assez intéressé par notamment les questions d'aménagement urbain, raison pour laquelle je me suis porté candidat. Bonsoir à tous, Charles Frassin, j'habite le quartier depuis une dizaine d'années. Je suis situé pas loin de la place Falguière et m'occupant pas mal de la résidence dans laquelle j'habite. Je suis particulièrement intéressé par les sujets de sécurité qui a trait à cette place Falguière notamment et surtout à transmettre les informations et communications qu'on peut avoir de la mairie et des différents acteurs locaux puisqu'on vit dans notre quartier, mais on n'a pas forcément toutes les informations, ou en tout cas, on ne va pas chercher les informations. Donc ça me paraît assez intéressant de faire circuler ces informations, et notamment ce soir, ce conseil de quartier, aux différents membres du quartier. Bonjour, Christian Benas. En ce qui me concerne, j'habite depuis une vingtaine d'années dans le quartier. Étant en retraite depuis quelques mois, je me suis dit que c'est une bonne opportunité quand même de s'investir un peu plus dans une vie donc participative dans ce quartier avec ses projets structurants. J'ai mes fenêtres qui donnent sur le conservatoire, ça bouge beaucoup hein, donc, à cet endroit. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Ahmed Farid, je viens de Bangladesh, c'est Nasseti Fossé. J'habite chez Dizopoulous, c'est quasiment doucement. Merci. Bonsoir, Nada Saliba, j'habite dans le quartier depuis 1 an et demi à peu près. J'ai une fille qui est scolarisée au 11 Vigier-Lebrun et j'ai candidaté pour pouvoir participer et m'investir plus dans la vie du quartier. Merci. Alors moi, je fais partie du collège des associations. Donc, je ne sais pas si les conseillers de quartier ont fini, en tant qu'habitant, ont fini de se présenter. Donc moi, je suis Carole Huitorel. J'habite dans le quartier depuis 3 ans et demi, quasiment 4 ans. J'habite dans un immeuble HLM, Paris Habitat. Sujet et en proie à la petite délinquance, au squat, au vandalisme. Du fait du confinement, je me suis mise à aider pas mal de locataires voisins. Et de fil en aiguille, je me suis mise à récupérer l'association suite à une pétition pour réclamer la sécurisation de l'immeuble. Donc je me suis mise à récupérer la présidence de l'association des locataires, donc du 48 rue Bargue. C'était il y a un peu moins d'1 an. Voilà. Bonsoir, je suis Geneviève Mercier et je représente le curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance.
donc l'église qui est au centre du quartier. Merci. Oui. Je vais finir par me présenter. D'abord, je voulais remercier ceux qui ont voté pour moi et je suis très honoré de représenter le quartier et d'en être son président. Je suis Boutel Djadou, j'habite dans le quartier depuis une quinzaine d'années. Je voulais m'investir aussi parce que j'ai 2 enfants de 11 et 8 ans et ça me tenait à cœur de faire partie du conseil de quartier. Voilà. On va passer au point aujourd'hui, donc ça sera le deuxième point, c'est le point travaux sur le chantier de réhabilitation du quartier Bargues. Nous avons de nombreux intervenants. Je vais peut-être les laisser se présenter également. Merci. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes présents ce soir assez nombreux pour vous présenter un point d'avancement sur les travaux du secteur Bargues. Donc, je suis Marie-Luce Menant, je suis de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Et en introduction, je voulais rappeler un petit peu les objectifs du projet d'aménagement sur le secteur Bargues. Et ensuite, vous aurez une présentation, un point d'avancement sur le chantier du conservatoire et puis ensuite sur les projets Paris Habitat. Donc le secteur Bargues a été complètement réaménagé dans les années 70 lors d'une opération urbaine menée par les architectes Bernard-Louis Zerfus et Philippe Bigot. C'est un secteur qui était représentatif, puisqu'il est de moins en moins représentatif de l'urbanisme sur dalles, et donc présentait des passerelles, des dalles hautes, casquettes, passages couverts, escaliers, etc. Et ces imbrications de fonctions et d'usages engendraient de nombreux dysfonctionnements en termes de gestion, d'entretien, d'usage des espaces extérieurs et avec de l'insécurité également dans ces coins et recoins. Les objectifs des travaux en cours et à venir sur le secteur Bargues sont les suivants. Donc, clarifier les usages et la gestion en redonnant une lisibilité urbaine et améliorer les accès aux équipements publics. Donc on le voit là sur les photos. Voilà, en 2013, il y avait encore une passerelle. Enfin, elles ont été démolies en 2013. Ensuite, 2022, jusqu'à l'été 2022, on pouvait encore voir cette dalle haute au cœur du secteur. Et en fin 2022, on a ce cœur d'îlot, ce chemin piétonnier qui est complètement ouvert. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment depuis la rue Bargues de pouvoir accéder au cœur d'îlot, au conservatoire, à la crèche municipale et également à la tour d'habitation de manière claire et accessible à tous. Et l'objectif également pour la direction de l'urbanisme, c'est de coordonner les interventions entre Paris Habitat, I3F également concerné puisqu'il y a un immeuble d'habitation qui borde le secteur sud, enfin la partie nord du secteur, et enfin les différents services de la ville de Paris pour que toutes ces interventions en cours ou à venir permettent bien d'atteindre les objectifs initiaux qu'on s'est donnés et permettent aussi de s'enchaîner pour que dans un an à peu près, vous puissiez avoir un cœur d'îlot complètement rénové. Bonsoir, donc moi je suis Marie Gercy, je représente donc la direction de la construction de la ville de Paris qui est en charge plus précisément de la réalisation du conservatoire. Donc il s'agit d'une importante rénovation-extension du conservatoire, donc qui faisait effectivement partie des vœux identifier des budgets participatifs, donc parce qu'il y avait donc un souhait d'étendre le conservatoire et notamment d'y adjoindre des salles, une salle de danse et une salle d'orchestre complémentaire ainsi que des salles de cours. Donc cette importante restructuration du quartier donc effectivement permet de répondre aux besoins d'extension du conservatoire
et également permet de pallier à un certain nombre de désordres pathologiques que connaissait le bâtiment, notamment de la présence d'amiante et de plomb, voilà, qui est assez courante dans ces types de bâtiments. Donc l'opération vise déjà une importante phase de démolution et de curage. Donc ça, c'est, on va dire, une phase qui est derrière nous, puisque ça a démarré en février 2023. Et aujourd'hui, nous avons quasiment terminé toute la partie curage des amiantages. Va s'engager maintenant dans le courant du premier trimestre 2024 toute la partie gros œuvre. Donc vous voyez déjà sur l'image qu'on a commencé à construire le plateau de la salle d'orchestre. Ensuite, toute la partie restructuration intérieure s'échelonnera sur le 4e trimestre 2024. Puis enfin, l'habillage des façades, donc un habillage de façade en matériaux de réemploi, notamment sur la salle polyvalente sur l'extérieur. Donc c'est un matériau de réemploi parce qu'on va réutiliser les pavés qui sont déposés dans le cadre de la démolition des espaces extérieurs et on va pouvoir les réutiliser sur la salle polyvalente. Donc les travaux finiront 3e trimestre 2024 pour une ouverture au public en janvier 2025. J'ai pas touché. Voilà quelques photos de chantier. Donc on voit que le curage a quand même pas mal avancé. Et là, donc, c'est le gros œuvre qui démarre, qui est en cours de démarrage. Voilà, juste que je pense que les photos de chantier, tout le monde les connaît. Parce que je pense que tout le monde doit bien suivre l'opération forcément. Voilà, ce que je peux dire, c'est que à l'intérieur, voilà. On va effectivement avoir, comme on est en restructuration lourde, on va avoir toute une phase de passage de réseau, donc potentiellement encore un petit peu de travaux, on va dire, nuisibles un petit peu acoustiquement, mais voilà, ça, cette phase-là est un peu derrière nous, on va dire, puisque disons qu'à la fin du 2e trimestre, on attaquera toute la partie simplement finition intérieure. Voilà. Bonsoir, donc je suis Mariana Ivankowski et je représente la direction de la maîtrise d'ouvrage de Paris Habitat. Je suis en charge de l'ensemble des travaux de Paris Habitat sur les 2 îlots, donc l'îlot Bargue et l'îlot Procession. Pour vous clarifier, on appelle l'îlot Bargue l'îlot qui est au nord. Voilà, vous voyez là avec ma souris, donc c'est l'îlot du conservatoire. Et l'îlot Procession, c'est l'îlot au sud, celui de la place Kandinsky. Donc je rappelle que donc nous, on intervient sur les 2 îlots. Les travaux à notre charge, parce que donc on travaille vraiment conjointement avec la ville de Paris depuis 2013 sur l'ensemble des 2 îlots, et nous nous chargeons de la démolition des dalles hautes des 2 îlots, donc celles de l'îlot Bargue ont été démolies l'année dernière, le réaménagement des espaces extérieurs des 2 îlots, et également la rénovation énergétique des 12 ateliers d'artistes, donc l'immeuble qui est au 49 rue de la Procession. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anne-Laure Gary, l'architecte de l'opération. Avant de lui passer la parole, je voudrais, parce qu'elle va vous présenter le projet d'aménagement de l'îlot Bargue, donc l'îlot du conservatoire avec les aménagements extérieurs, la création du nouvel accès au 47 Bargue avec 2 ascenseurs qui vont également desservir le parking. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'îlot Procession qui n'est pas l'objet du conseil d'aujourd'hui, mais quand même annoncer qu'on reprend les études de maîtrise d'œuvre. Donc maîtrise d'œuvre, c'est les études de conception par les architectes, sur les locaux communs du 48 Bargue et les espaces extérieurs autour du 48 Bargue. C'est une opération que Paris Habitat avait lancée en 2018
sur les 2 îlots. Mais comme vous le savez, on en a déjà pas. Enfin, non, finalement, vous ne savez peut-être pas tous, parce que c'était l'objet du conseil de quartier de l'année dernière. La ville de Paris nous avait demandé d'étudier l'implantation d'un centre social au 48 Bargues. Donc, on avait mis un peu en pause les études de maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, dans l'attente de l'arbitrage de la ville, on a décidé de reprendre les études sur les locaux communs du 48 Bargues. Sur l'îlot Procession, on va aussi étudier la démolition de la casquette sur la place Kandinsky. Et donc, on fait la rénovation énergétique des 12 ateliers d'artistes. Le chantier va démarrer en janvier 2024. Et on travaille aussi sur la sécurisation du parking souterrain. On fait des travaux d'étanchéité, de reprise structurelle sur cette partie-là de l'îlot. Et je crois que j'ai fait le tour de l'îlot Procession. Donc je vous propose de passer à la présentation de l'architecte pour le projet de l'îlot Paris. Bonsoir à tous. Donc, je suis Anne-Laure Gary, architecte chargée de projet pour l'opération des aménagements extérieurs de l'îlot Bargues. Donc le chantier vient tout juste de commencer pour cette partie-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet qu'on a imaginé sur cet espace. Donc les objectifs de ce projet étaient donc le réaménagement des espaces extérieurs devant le conservatoire, en vous proposant donc un espace où on vient refaire plus de verdure, plus de plantation, puisque c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié par l'urbanisme de dalle qu'on a évoqué précédemment, où on avait une matérialité très, très maçonnée, très bétonnée. On a également eu l'objectif de faciliter les circulations, notamment pour l'accès au conservatoire, pour rendre les circulations PMR pour les personnes à mobilité réduite. On a également choisi de simplifier les accès en proposant un espace complètement ouvert pour venir desservir donc le conservatoire, le 47 rue Bargues, la crèche et les immeubles 3F qui sont dans le fond de la parcelle. Et on a également retravaillé sur l'éclairage et la valorisation des espaces publics pour vous donner donc un quartier qui soit plus sécurisé et où il y ait moins de recoins comme les problématiques antérieures pouvaient ressortir. Donc, notre projet consiste donc dans le réaménagement des espaces extérieurs, mais également dans la création d'un nouveau bâtiment pour l'entrée au 47 rue Bargues, puisqu'actuellement donc, il y a une passerelle provisoire qui dessert cet accès suite aux démolitions qui ont eu lieu l'année dernière. Cette passerelle va être amenée à disparaître et on va vous proposer donc un bâtiment avec 2 ascenseurs qui desservent tous les niveaux du parking souterrain et qui viennent desservir le rez-de-dalle du bâtiment pour faciliter les accès et pour les rendre également en PMR. Donc on vous a fait une petite slide sur les dates clés du projet. Donc comme je vous l'ai expliqué, les travaux de gros œuvres ont tout juste commencé ce mois-ci, donc avec l'entreprise RST qui est sur place. Ces travaux normalement vont se prolonger jusqu'à l'été 2024 avec donc la démolition de la passerelle qui aura lieu à ce moment-là et la mise en service du nouveau bâtiment d'accès pour le 47 rue Bargues. Et donc les travaux de seconde œuvre, eux, vont s'étendre de l'été 2024 jusqu'à l'automne 2024. Donc ce qu'on entend par seconde œuvre, c'est tout ce qui est aménagement intérieur, carrelage, peinture, etc. Donc le gros, la maçonnerie, sera fait pour l'été et le second œuvre pour l'automne. En parallèle de ça, donc, on a les travaux des aménagements extérieurs qui se font et donc qui viennent se juxtaposer aux travaux de gros œuvres. Donc ces travaux vont commencer donc, début 2024. On a déjà commencé un petit peu la dépose des pavés, comme vous avez pu le constater sur le site. Et ces aménagements des espaces extérieurs vont se prolonger également jusqu'à l'automne 2024. L'objectif étant de pouvoir libérer l'accès au conservatoire pour sa réouverture. Donc, comme je vous l'expliquais, la mise en service du nouvel accès au 47 rue Bargues se fera plutôt au niveau de la fin de l'été 2024. Donc ça, c'est un petit point technique. Vous avez donc la place Kandinsky qui est en face. Et donc, en fait, la base vie de chantier ne pouvant être sur le site puisqu'on réaménage toute la parcelle, on a placé donc la base vie sur la place Kandinsky. Vous avez également donc la base vie de CBC qui est l'entreprise qui fait les travaux pour le conservatoire. Et on aura également la base vie pour le chantier des ateliers d'artistes.
Donc là, on vous a présenté donc un petit plan qui relate le projet. Donc on a choisi d'orienter notre projet d'aménagement extérieur autour de 2 microsquares. Donc un premier microsquare qui se situe sur la rue Bargue, donc qui présente des assises et qui permet donc un premier lieu de pause en fait qui vient ouvrir la rue Bargue sur ce conservatoire pour laisser apparaître des vues et donner à voir le conservatoire. Et le deuxième microsquare se situe à l'axe de distribution entre le conservatoire, la crèche et le 47 rue Bargue, qu'on a imaginé, donc pareil avec des systèmes d'assises comme un lieu de vie, d'attente, etc. Donc c'est les 2 points charnières de notre aménagement. Et autour de ceci s'organisent des micro-espaces qui permettent des usages différents, notamment devant l'école de musique, donc sur la rue Bargue. On a proposé, donc comme cet espace faisait un petit peu vitrine sur l'école de musique, on a proposé un micro-espace qu'on a appelé l'amphithéâtre, donc avec des grandes marches où on pourra venir s'installer et profiter de justement cet espace avec l'école de musique et le conservatoire. Et ensuite, on a également réaménagé donc, toute la partie depuis la rue Mathurin-Régnier et les immeubles 3F en privilégiant un maximum de verdure, là où on pouvait, puisqu'on est quand même sur une dalle de parking, donc on a privilégié le maximum de plantations sur les espaces qu'on appelle en pleine terre, donc qui ne sont pas au-dessus du parking. Et on vous a proposé des jardinières qui longent le conservatoire de musique pour mettre en valeur la façade et un cheminement piéton qui s'organise de manière centrale et qui dessert tout le quartier et également donc les immeubles 3F qui se situent au nord de la parcelle. Au niveau des accès parking donc, qui sont existants aujourd'hui, on ne va pas les modifier, ils vont rester en place. On va simplement faire un embellissement de ces accès existants. Et donc, vous avez également une petite partie donc, au nord du bâtiment 47 rue Bargue que l'on va résidentialiser, c'est-à-dire qu'on va venir, donc voilà, la partie juste ici, voilà, qui va être fermée au public et qui va être donnée en accès uniquement aux habitants du 47 rue Bargue, qui desservira le local vélo qui se situera sous le porche. Donc là, vous avez une image en perspective qui vous permet d'imaginer un peu mieux le projet, avec donc en bas à gauche, comme je vous l'ai expliqué, l'amphithéâtre, donc avec les grandes marches qui s'organisent autour d'un arbre central pour vraiment essayer de valoriser au maximum la verdure et les alignements d'arbres qui existent déjà sur la rue Bargue. Mais l'objectif, c'était de faire pénétrer la végétation existante de la rue dans le cœur d'îlot. Vous avez donc depuis cette rue Bargue les différents accès piétons. Donc en fait, on a organisé les accès selon 2 grands axes. Un premier axe qui va venir desservir le conservatoire et un deuxième qui dessert plutôt voilà, la crèche et l'édicule. Ces nouveaux aménagements vont également accueillir le futur cheminement PMR pour les personnes à mobilité réduite. Et vous voyez bien donc, le système de jardinières qu'on a souhaité mettre en œuvre en partie centrale, qui viennent donc accueillir le maximum de végétation possible tout en libérant les vues, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur le conservatoire. Et on va venir également couvrir l'accès au parking qui se situe au centre de la parcelle par un petit édicule qui sera travaillé donc, de manière fermée pour éviter des mésusages ou tout squat possible en bas de ces escaliers. Mais on essaiera de le traiter donc, avec des matériaux qui soient les plus transparents possibles, donc avec une grille perforée pour que, on va dire, la vue reste dégagée sur l'ensemble du quartier. Et là, vous voyez bien en fond, du coup, le bâtiment d'accès au 47 rue Bargue, mais on fera un petit zoom tout à l'heure dessus pour vous le montrer plus précisément. Donc, on a également fait un travail, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, sur les candélabres, donc sur les éclairages du quartier, puisqu'aujourd'hui, c'était une forte demande suite à l'urbanisme de Dalle qui créait des recoins assez sombres, etc. Donc, on a refait toute une étude d'éclairement sur le site et on a proposé une mise en lumière donc avec des candélabres assez sobres, mais qui éclairent correctement de manière diffuse. Donc là, vous voyez donc, avec des petits candélabres en rouge qui sont à une hauteur plus humaine et 2 grands candélabres sur le petit square justement axial entre les différents accès pour vraiment voilà, vous apporter des espaces qui sont conformes avec les réglementations actuelles.
Donc là, vous avez le zoom sur le bâtiment d'accès donc, au 47 rue Bargue. Donc on a voulu, s'intégrant au mieux avec l'urbanisme et avec l'architecture existante. Donc l'objectif, c'était de créer un espace le plus ouvert possible à la vue sur la partie escalier et venir fermer donc, la partie cage d'ascenseur qui se situe donc, sur la photo de droite, sur tout le volume gris où vous avez le 47 rue Bargue. Donc là, on sera traité en façade avec un bardage effet pierre. Et sur le reste, donc, on aura une grande façade rideau vitrée qui sera quand même protégée par rapport au soleil, donc avec des systèmes de brise-soleil. Et l'objectif, c'est de sécuriser au maximum ces accès. Donc ce bâtiment aura un double accès, donc un premier accès par le micro-square qui dessert également la crèche, et un second accès de l'autre côté sur la photo de gauche qui dessert du coup la partie privatisée pour Paris Habitat qui donne vers le local vélo. Et là, vous avez des images donc, de l'intérieur du hall qu'on a voulu rendre le plus chaleureux possible avec donc, un traitement en tasse au bois et le plus ouvert possible tout en respectant voilà, les réglementations actuelles. La réglementation PMR, donc avec les seuils qui sont retravaillés et les accès aux ascenseurs. Et du coup, vous aurez un escalier qui vient se nicher donc, dans la partie du L du bâtiment qui vient desservir le nouveau rétal. Là, vous avez un petit zoom sur donc, la volonté de la sécurisation de la partie nord résidentialisée de Paris Habitat. Donc, en proposant des séparations robustes entre les différents espaces, avec un système de clôture qui va être réalisé donc sur mesure pour le site, et donc des contrôles d'accès qui seront réalisés justement sur ces portes-là pour éviter des intrusions possibles. Et enfin, on vous a fait une petite slide sur les matérialités du projet qu'on vous propose. Donc, on va jouer en fait entre différents matériaux au niveau des espaces minéralisés. Donc, avec un revêtement en béton balayé sur les espaces dits secondaires, sur les espaces de circulation, et un revêtement en pavé sur les microsquares pour valoriser et retrouver aussi en fait l'identité de l'architecture parisienne. Et de cette volonté de retrouver, en fait on a des pavés actuellement, de retrouver cette image-là. On va également, tout comme le conservatoire, réutiliser les pavés existants que l'on dépose aujourd'hui pour les mettre en parement en fait, au niveau des jardinières, pour toujours avoir cette volonté de retrouver le passé du site et de valoriser des matériaux qui sont en très bon état et qui peuvent être réutilisés dans de la construction. Et vous aurez également quelques espaces en pavé engazonné pour les espaces qui ne sont pas de circulation, mais qui sont donnés à voir pour toujours dans cette optique de ramener un maximum de végétation, même sur des espaces où ça pourrait moins pousser. Et on a également réalisé un travail au niveau des bancs du quartier qui vont être faits donc, sur mesure en bois également pour vous proposer des assises et des lieux d'échange dans le quartier. Merci. Je vais juste compléter un peu sur l'historique de ce projet parce que nombreux d'entre vous en fait n'étaient pas là voilà, les années précédentes. En fait, on travaille sur ce projet depuis 2018 et en 2019, donc avant le Covid, on avait fait plusieurs ateliers de concertation, donc d'une part avec les riverains et d'autre part avec les différents acteurs du site, donc la mairie du 15e, la direction de l'urbanisme, la direction en charge des travaux du conservatoire, 3F, la copropriété rue Mathurin-Régnier, pour savoir en fait comment on allait traiter ce quartier qui dysfonctionnait. Et plusieurs solutions avaient été proposées. La première des solutions avait été de fermer en fait, entièrement l'îlot, justement pour répondre à ce besoin de sécurité. Et finalement, les échanges avec voilà, les services de sécurité et les habitants et voilà, l'ensemble des intervenants avaient proposé qu'au lieu de fermer et de créer
de recréer des recoins en fait dans ce quartier, c'était de garder cette circulation ouverte tout autour du conservatoire qui permette aux élèves qui arrivent de l'Est, on va dire, du métro de Pasteur, je pense, et de pouvoir accéder au conservatoire par la rue Mathurin-Régnier. Et voilà, il y a tous les habitants et les usagers du site de pouvoir circuler librement autour du conservatoire. Voilà, je voulais aussi dire que l'objectif donc, de ce projet, c'était, comme l'a dit Marie-Lise Menant, de redonner une lisibilité au site, une lisibilité parce qu'on a des logements, on a des équipements, et que voilà, à ce jour, c'était très compliqué de savoir où était la crèche, où était l'entrée du conservatoire, donc de redonner une lisibilité, mais également de redonner un accès aux personnes à mobilité réduite à l'ensemble du site. Aujourd'hui, les pentes du site ne permettent pas à un fauteuil roulant de circuler, et le projet a été fait de manière à répondre à toutes les normes de construction pour les personnes à mobilité réduite. Et le dernier sujet que je voulais aborder, c'était la question de la résidentialisation, parce que donc, Madame Gary vous a expliqué qu'on allait donc avoir un espace résidentialisé pour Paris Habitat. Ça, c'est aussi issu des ateliers de concertation, où pour bien clarifier les usages, c'était d'avoir des équipements publics accessibles depuis l'espace public et des immeubles de logement avec un espace tampon en fait entre voilà, l'espace circulé autour du conservatoire et la porte de l'immeuble. On avait prévu dans le projet d'origine la résidentialisation aussi de l'immeuble 3F qui finalement voilà, le bailleur n'a pas souhaité donner suite à ce projet. Je crois qu'ils se sont quand même engagés à rénover les sols devant leur immeuble. Mais voilà, dans le projet, on était sur des équipements publics ouverts, visibles, et des logements accessibles avec un contrôle d'accès et des usages clarifiés. Voilà. Je vous propose de passer à la séance des questions, en passant d'abord la parole à Monsieur le maire, si vous voulez bien. Je vais être très bref parce que Mme Iwakovsky a absolument tout dit, ainsi que les différents représentants de la ville de Paris et puis de Paris Habitat. Je dis simplement que je suis assez satisfait de la situation, même s'il y a toujours des problèmes, dans la mesure où c'est un projet que j'ai lancé dès le début de mon premier mandat, en 2008. Donc ça fait quand même, vous l'avez commencé en 2018, mais enfin, il y a 10 ans de préparation, donc le temps administratif est un temps long quand même. Donc, considérant que la réhabilitation de ce quartier était tout à fait prioritaire, qu'il avait mal vieilli, un urbanisme vieillissant, un délaissé urbain, qu'il avait été mal construit, que d'ailleurs l'urbanisme sur dalle, c'est une catastrophe pour une ville. Et donc, mon premier objectif, c'était de détruire cette dalle et, comme le souhaitaient les habitants d'ailleurs, d'y substituer un accès par le sol, et ce qui permet d'ailleurs une végétalisation. Parce que qui dit dalle dit environnement totalement bétonné et totalement inhospitalier et peu agréable. Donc il y a eu, c'est vrai, un certain nombre d'éléments précurseurs, si je peux dire, comme par exemple, d'une part, ça a commencé par la destruction des 2 passerelles, qui enjambaient la rue Bargue et la rue Procession, et qui ne servaient qu'à de mauvais usages. Il y a eu aussi le déplacement du marché. Souvenez-vous de le marché Cervantes qui était déplacé de la place Kandinsky à la rue Falguière, et qui a permis de le revivifier. Alors après, il y a les situations économiques qui fait qu'il y a des hauts et des bas, mais je peux vous dire que les commerces étaient contents, et ce marché était en train de périr. Et pour lui éviter ce destin funeste, donc le fait de le réinstaller sur la rue Falguière, un petit peu sur la rue Bargue, a permis de le relancer. Ça, c'était des éléments très importants de départ, mais bien sûr, la grosse affaire, la grande affaire, c'était de réhabiliter les 2 îlots, Bargue et Procession, comme on vient de vous l'indiquer. Alors c'est long, c'est beaucoup de nuisances, on en est bien conscient, malheureusement, mais je pense que le résultat sera à la hauteur, d'autant plus qu'il s'agit vraiment de modifier profondément le visage de ce quartier,
et de le rendre plus agréable, d'y accroître la qualité de vie, évidemment. Il y avait énormément de dysfonctionnements, enfin pour ceux qui habitent depuis un certain temps, ils le savent mieux que moi, énormément de dysfonctionnements, de désagréments, d'insécurité, etc. Je ne dis pas qu'elle va disparaître d'un moment à l'autre, et d'ailleurs il y aura un débat sur la sécurité. Je remercie le commissaire central du 15e d'être venu, mais même sur le plan de l'urbanisme, en fait, on va passer d'un urbanisme sur dalle à un urbanisme sur rue, végétalisé, avec, je l'espère, on n'en a pas beaucoup parlé, mais un aménagement assez ambitieux de la place Kandinsky, qui sera une espèce de place ouverte sur Fort Nîmes, sur l'OCMC Asile, sur le gymnase, qui verra son entrée inversée de la rue Falguière à la place Kandinsky, une place qui sera végétalisée également. Alors vous savez que les 2 tiers de la place, malheureusement, c'est le toit du parking de Paris Habitat. Donc là où les 2 rangées d'arbres sont plantées, c'est sur la pleine terre, sur 1 tiers de la place, mais que sur les 2 autres tiers, on ne peut pas planter des arbres de haute tige, malheureusement, parce que c'est le toit du parking. À moins de, moi j'ai une idée, mais... Une hypothèse. Mais voilà, mais l'idée très chère. Elle est étudiée. Elle est étudiée, d'ailleurs j'aimerais qu'on en dise un mot, c'est que on vide le premier sous-sol du parking, le remplir de terre, et ça fait de la pleine terre pour faire des arbres de haute tige. Et donc on aura une forêt urbaine, quasiment, une micro-forêt urbaine. Mais on est dépendant aussi quand même des budgets et de la faisabilité. Parce que qui dit pleine terre, ça pèse très lourd. Il ne faut pas que tout s'écroule quand même et que les tours s'écroulent l'une après les autres, ce serait dommage. Enfin, en tout cas, pour ceux qui habitent dedans. Donc voilà, il y a cette étude. Il y a aussi... moi, je voudrais que cette place soit une place qui vit autrement que ce qu'elle vit actuellement. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas du tout, sauf mal, et qu'il y ait des ouvertures. Vous voyez, il y a des longs murs aveugles. Déjà, on va casser la casquette, ce qui est un projet de longue date. Et puis, ces murs aveugles, c'est pas possible, quoi. Donc, vraiment, on travaille ardemment dessus depuis des années et des années. Ça avance peu à peu. Il faut que les budgets arrivent aussi. Il y a des budgets participatifs, d'ailleurs, qui ont été votés par les habitants et qui ont joué un rôle majeur, notamment pour le conservatoire et autres. Et puis, il y a les budgets de la ville. Donc, l'un dans l'autre, il faut vraiment qu'on réussisse cette transformation de ce quartier qui en a besoin et qui le mérite. Ça, c'est une bonne question qu'il faudra poser. On va peut-être pas... Enfin, je veux pas... C'est le président qui préside. D'abord, il est normalement habituel que les conseillers de quartier, puisqu'ils ont fait acte de volontariat, et qu'ils ont été tirés au sort, parlent, et puis ensuite la salle. Mais la place Kandinsky, ça vient après. Ça vient après, forcément, on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, le projet n'est pas totalement abouti. Peut-être que Paris Habitat, qui en est quand même un peu responsable, peut nous en dire un mot, Madame Iwaski. Je vais laisser quand même la ville de Paris répondre, parce que la place Kandinsky est un espace ville de Paris. Donc, voilà. Oui, alors... Nous, on est chaud bouillant, on attend que ça se fasse, mais... Le projet est bien connu. Plusieurs options ont été chiffrées sur la place Kandinsky. Plusieurs choses ont été étudiées. Et des études sont en cours. Et effectivement, c'est difficile aujourd'hui de vous annoncer une date de début de travaux. Mais voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Il y a beaucoup d'imbrications entre des équipements publics, entre un centre social, un gymnase, la place, un parking en dessous. Donc voilà, effectivement, on est content de voir le secteur Bargues en travaux, mais pour la place Kandinsky, voilà, je préfère être prudente et ne pas vous annoncer de date. Ce que je vous propose, on se donne 20 minutes pour les questions courtes, en commençant par les conseillers. Question courte, ça va être dur, mais... Bah oui, en fait, le thème, les sujets à aborder ce soir, c'était bien le quartier Bargues et non pas uniquement l'îlot Bargues, dont vous nous avez présenté le joli projet. Alors déjà, je voulais dire que, je vais essayer de présenter vite fait notre immeuble, donc 48 rue Bargues. Il est sur l'îlot Procession, mais il est dans la rue Bargues. Et en fait, il existe depuis 50 ans et depuis quasiment 40 ans, il est recensé comme étant source de délinquance, l'objet de tous les trafics, de tous les vandales, de tous les vandalismes. Et en fait, cet immeuble est ouvert aux 4 vents. 4 vents, c'est-à-dire qu'il est ouvert sur 2 rues et sur une place et aussi
il est encadré aussi par un lieu de passage. Et voilà, il a 4 sous-sols qui rejoignent quasiment le ministère de l'Éducation nationale jusqu'au 62 rue Bargue, c'est-à-dire que presque la moitié de l'îlot Procession est occupée par 4 niveaux de parking, qui sont vraiment un labyrinthe et un terrain de jeu pour ces jeunes. Aujourd'hui, nous, notre immeuble, mais depuis des années, c'est recensé parce que je le vois d'après les archives que j'ai trouvées dans l'association des locataires. Donc oui, par la mairie, par le contrat local de sécurité qui a été sorti en 2000, mais même par les habitants, le bouche à oreille. J'ai appris que depuis 1980, les habitants, les locataires réclament à ce que leur immeuble soit résidentialisé, c'est-à-dire fermé au niveau de la rue Bargue et de la rue Procession. Et puis donc que le lieu de passage n'existe plus. On leur a opposé une excuse qui était celle de la servitude, mais à ce jour, on ne nous a pas présenté de servitude. Elle n'existe pas sur le cadastre et on réclame à l'avoir. Le seul endroit où elle pourrait se trouver serait sur l'acte de propriété de Paris Habitat. Donc voilà, nous cherchons à être chez nous. Le truc, c'est qu'on vit très mal dans notre immeuble, on finit par se faire insulter quand on a ces jeunes, on se retrouve confronté à ces jeunes dans le local poubelle. Ils se mettent à fumer devant nous, ils sont 5-6, on débarque, on se fait insulter parce qu'on les aurait regardés de travers, etc. Ils défèquent, ils urinent dans nos couloirs, dans nos escaliers. Ils vivent leur vie dans les parkings. Les parkings ont été fermés depuis 2016 en raison de l'insécurité, mais eux, ils y passent leur nuit et leur journée. Donc en fait, c'est très bien, cet îlot Procession est magnifique, mais nous, au vu de l'ancienneté de la demande des résidents du quartier Bargue, on ne comprend pas que ça ait mis autant de temps à s'installer ces travaux sur l'îlot Procession. Donc aujourd'hui, la résidentialisation qu'on réclame est subordonnée, selon Paris Habitat, au réaménagement global, incluant la place Kandinsky, incluant les 4 parkings avec des propriétaires différents. On a bien compris maintenant, enfin j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que Paris Habitat qui était propriétaire des parkings, il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale et l'OFI. Ensuite, la place Kandinsky est la propriété de Paris, de la ville de Paris. Enfin, tout ça est assez compliqué. Nous voyons qu'il n'y a pas de projet. Donc aujourd'hui, moi, je réclamais un point, mais je réclamais aussi à pouvoir vous poser la question. Quand allez-vous projeter quelque chose et faire quelque chose? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce que Paris Habitat pourrait enfin sécuriser notre immeuble d'ici la fin de ces travaux qui sont supposés nous sécuriser? Voilà, moi j'aurais des propositions et il y en a 4 ou 5. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Ensuite, j'ai une autre chose à vous réclamer au sujet des travaux qui ont commencé. Est-ce que c'est normal que les gens soient réveillés le matin, les locataires, les habitants soient réveillés à 4 heures du matin parce que des camions apportent du matériel de chantier? C'est arrivé un peu beaucoup, là, on m'a fait... Ça, c'est interdit. Hein. C'est interdit. On me l'a signalé, donc... Écoutez, madame, voilà, c'est arrivé, et moi, si je pose la question, c'est bien parce qu'on est venu me le demander, donc je ne pense pas qu'on invente entre... On va peut-être répondre à la question. Ouais. Je vais répondre. Alors, il y a 3 questions. D'abord, la dernière, les horaires de chantier. La ville de Paris et Paris Habitat, on impose des horaires de chantier, donc c'est de 8h à 17h. Et les livraisons sont autorisées à partir de 7h du matin. On en a encore parlé en réunion de chantier ce matin. Donc, si il y a des livraisons à 4h du matin, vous pouvez le faire remonter à l'agence. Mais ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas autorisé. Maintenant, je vais répondre à la question de la résidentialisation de l'îlot Bargue, et puis M. Larouzet vous répondra sur le parking.
aujourd'hui, pour répondre également à une demande du conseil de quartier et des locataires du 49 rue de la Procession, et en concertation avec bien sûr la ville de Paris et la mairie du 15e, va être fermé le passage sous le porche des ateliers d'artistes, donc qui connecte la rue de la Procession à la place Koninsky et qui permet la traversée. Dans les ateliers de concertation qui ont été réalisés en 2019, avec le cabinet Lefresne d'ailleurs qui est là, la demande de résidentialisation du 48 Bargue n'avait pas été remontée parce que justement, dans l'objectif partagé, je le répète parce que c'est vraiment une question urbaine, d'avoir une liaison entre la rue de la Procession et la rue Bargue. Si aujourd'hui on ferme le passage sous le porche et qu'on ferme aussi le passage entre la rue Bargue et la rue de la Procession, on n'a plus aucune connexion en fait. 20 mètres plus bas. Vous avez la rue du Taux, 20 mètres plus bas. Alors c'est bon à vérifier. Enfin, en tout cas, je réponds à la question de ce qui a été vu en concertation en 2019. Et quand on vous explique effectivement que c'est pas juste un immeuble Paris Habitat qu'on peut venir résidentialiser, comme on le fait d'ailleurs au 47 Bargue, qui est un immeuble isolé, voilà. Là, résidentialiser le 48 Bargue, ça a des conséquences sur l'ensemble du quartier et sur l'espace urbain. Donc Paris Habitat n'a pas en fait la responsabilité de dire qu'on peut changer tout le fonctionnement du quartier. C'est des éléments qui doivent être vus avec la mairie du 15e, avec la direction de l'urbanisme. Donc voilà, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, oui, bien sûr, on va fermer le 48 Bargue. Ça a des incidences en fait sur le quartier de manière globale. Pour répondre à ce que vous venez de me dire, il y a une... Excusez-moi, madame. Vous êtes obligé de remonter tout du long pour rejoindre derrière. Donc il n'y a aucune raison de ne pas fermer cet îlot-là. Surtout que la concertation... Ah, c'est pas enregistré. J'ai fait Excusez-moi, mon excusez-moi, on enquête. va pas s'entendre. Oui. J'ai fait mon enquête sur la concertation dont vous parlez. La concertation, elle a consisté en une réunion, un atelier de concertation, effectivement, en 2019, avec les habitants du quartier. Il n'y a eu de notre immeuble que 5 personnes. Ensuite, il y a eu un sondage en pied d'immeuble qui a duré que 4 heures, mais au final, il devait s'agir de stagiaires qui sont partis avant l'heure parce qu'on avait les horaires. Malheureusement... Bon, excusez-moi, mais on va pas rentrer dans la mission détaillée. Je veux dire, les habitants de notre immeuble n'ont concrètement pas réellement été concertés. Alors, voilà. Faites juste un sondage. Nous sommes 160 logements. Déposez les choses dans les boîtes aux lettres, vous mais verrez. On ne peut pas aller chercher non plus les locataires à la porte. Si 5 locataires étaient au courant, c'est que l'ensemble de l'immeuble l'était. Et que pas du tout, pas du tout. Je vous assure, j'ai fait mon enquête vraiment... En tout état de cause, Mme Huitterel et l'ensemble des habitants, on va concerter. Mariana Ivankowski a précisé qu'on relançait les études, enfin on démarrait les études sur l'îlot Procession, donc autour du 48 Bargue. Donc la maîtrise d'œuvre est désignée et elle va être missionnée. Et on va entamer une nouvelle concertation sur ce site-là, en lien avec la mairie, le conseil de quartier, la direction de l'urbanisme. Voilà. Merci. Excusez-moi. Merci, Charles. Pour réagir. Pardon, madame. Pardon. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. On va le faire dans l'ordre. Vas-y. Oui, attendez, on en a déjà une ici. Juste très rapidement, au-delà de concertations qui prennent du temps, et on l'entend bien, au niveau de votre petit point 7, tous les soirs se passent des trafics de drogue et autres, et notamment avec des accès parking. La seule question que je pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas, et ça c'est plutôt au commissaire Vallot, renforcer au moins le passage de patrouille, parce que ces gens stationnent toute la soirée à cet endroit-là. Et est-ce qu'on ne peut pas éventuellement... Ce que je te propose, Charles, c'est dans le sujet suivant. On en viendra plus précisément à l'intérieur. Ouais. Madame on est plusieurs propriétaires du 47 rue de la Procession. Donc c'est l'immeuble qui est en gris, en plein milieu, enfin entre le 48 et le 49. Et on aimerait beaucoup être associés à la concertation parce que nous, on est au pied de Foranime et qu'on a tous ces jeunes, enfin exactement comme vous, on a exactement les mêmes problématiques et les mêmes demandes d'être pris en compte dans la sécurisation et la résidentialisation, oui, très clairement, de ces lieux dont on ne sait pas s'ils sont privés ou publics. Merci.
je voudrais juste dire un mot. Nous sommes évidemment parfaitement informés de tout ça. D'ailleurs, nous avons des réunions régulières avec la présidente de l'association des locataires du 48 Bar, comme j'avais des réunions régulières avec ses prédécesseurs d'ailleurs, et comme nous avons monté des réunions spécialement à votre intention, d'ailleurs avec la totalité des services municipaux et de sécurité, vous en souvenez il y a quelques temps. Donc c'est quelque chose qui nous soucie, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agira de la rénovation de l'îlot Bargue, il y a un objectif de... Oui, il y a un objectif qui est le nôtre, à savoir la sécurisation. C'est bien qu'un des problèmes principaux, essentiels sur le 48 Bargue et alentour, c'est la sécurité. Donc il est absolument nécessaire que dans le réaménagement de cet îlot, il y ait aussi la prise en compte de mesures de prévention situationnelle. Bien évidemment, du côté, on voit bien ce qui se passe, vous l'avez parfaitement résumé d'ailleurs, hein, les différents accès un peu désordonnés de partout pour entrer dans cette tour, que ce soit du côté de Fort-Anime, du côté de la rue Bargue, etc., des passages de partout, la cohabitation avec les différentes administrations que vous avez citées, qui ne rendent pas forcément les choses très faciles pour une cohérence d'ensemble. Enfin bref, c'est la raison pour laquelle on travaille là-dessus. On vient de vous le dire. Donc autant parler de ce qui existe, si je peux dire, parce qu'il y aura bien sûr des concertations supplémentaires par rapport à l'aménagement de cet îlot. Là, on est sur l'îlot d'en face, finalement, hein, qui commence à prendre tournure. Enfin, ça avance. Hein, et c'est un peu là-dessus qu'a lieu le conseil de quartier de ce soir, quoi. Mais bien sûr, il est très important que tout soit dit aussi sur le 48 Bargue et alentour, jusqu'aux 45 processions. D'ailleurs, j'ai rencontré les personnes qui viennent s'exprimer aussi. On est très, très soucieux de ce quartier et de sa sécurisation. Mais il y a malheureusement le temps administratif, le temps budgétaire et également on en parlera dans un instant, des bandes qui circulent malheureusement dans tout le quartier. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir à la prévention situationnelle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a un certain nombre de caméras déjà qui ont été installées et qui sont reliées directement au commissariat de police et qui a un œil H24 sur le quartier. Ça ne veut pas dire que tous les sujets sont traités, mais enfin, en tout cas, il y a une vigilance. Enfin, le commissaire vous en parlera mieux que moi dans un instant. Merci, monsieur. Monsieur avant. Bon, j'habite au 66 rue Bargue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec madame qui est là. 48, moi j'habite au 66. C'est aussi des dealers qui sont place Falguière tous les soirs. C'est absolument ignoble. Le quartier est ignoble. Ça sera le sujet juste après, madame. Oui. La sécurité du la quartier. Sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, et l'hygiène sur aussi, la réhabilitation? C'est plein de rats. On va en parler également après, madame. Je voudrais quand même finir, vous permettez? Bien sûr, Le allez-y, toit je vous en du prie. gymnase, mon appartement donne sur le toit du gymnase. Ce sont des immondices. Là, en ce moment, les fenêtres sont fermées, donc ça ne sent pas trop mauvais. Donc nous sommes envahis par les cafards, par les rats, au rez-de-chaussée et au premier. Les rats se baladent dans le jardin sous vos pieds. C'est un manque d'hygiène, c'est dangereux. Et les dealers, bien sûr, qui sont là tous les soirs. Sur le gymnase, il est prévu une végétalisation et un entretien du toit du gymnase. C'est des tentes avec des gens qui s'installent tout le soir. Deux questions. Question planning. Le délai final du projet sera-t-il tenu? Et deuxièmement, le coût par rapport au budget, quel est-il? En ce qui concerne le conservatoire, on a un planning qui a été retravaillé par la maîtrise d'œuvre. On avait un petit décalage, effectivement, parce qu'on a eu quelques découvertes de chantiers, notamment liés à des avantages complémentaires. Mais là, aujourd'hui, on est quasiment sur un planning fiabilisé avec, comme je disais, une ouverture au public en janvier 2025. Pardon ? Ah, ça c'est plutôt...
Concernant donc les aménagements de Paris Habitat, c'est une fin de chantier pour octobre 2024, que ce soit en termes du nouvel accès aux 47 Bargues, que les aménagements extérieurs. La crèche... ouais. La crèche réouvrira en septembre 2024. Voilà. Ce sera la question pour madame. Bonjour, je suis résidente du 48 rue Bargue. J'ai été pendant 15 ans à m'occuper de l'association et des conseils de quartier. On avait eu des réunions portant sur la sécurisation du passage entre Procession et l'entrée du porche du 48 Bargue. Il avait été demandé des caméras de poser de façon précise à ce qu'on voit qui rentre. Là, ça deviendrait, ça ne peut pas attendre encore 2 ans que les travaux soient terminés, ça devient plus vivable. Ça m'est arrivé de rentrer tard le soir, de revenir de chez mes enfants. Je passe entre des rangées de jeunes qui sont tous avec leur shit et leurs trucs à la main, et leurs chiens qui sont des chiens d'attaque, qui ne sont jamais ni muselés ni tenus en laisse. Et ces chiens sont éduqués par des gamins de 16 ans qui eux-mêmes ne sont pas éduqués, donc ils ne peuvent pas élever correctement leurs bêtes. Mais je revenais aussi sur la problématique de pose de caméras dont on avait parlé, M. Goujon, il y a au moins 3 ans. Parce que les réunions de concertation, elles datent de beaucoup plus tôt. Ben, madame, je vais profiter de votre question pour passer à l'autre point qui apparemment je peux me interroge. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, j'ai une petite question sur ce sujet. Sur la réhabilitation ? Non, oui, c'est ça. Une dernière question. Ce sera la dernière question, on l'attendait. J'ai eu l'impression, et peut-être je me suis trompée parce que je suis un peu loin, j'ai eu l'impression que vous mettiez des bancs dans la réhabilitation. Donc, je suis désolée, mais c'est une question sur votre sujet que vous allez quitter. Donc, je voulais la poser. Peut-être j'ai mal vu. Et j'avais l'impression que, justement, on mettait plus trop ces grands bancs parce que c'était, en fait, voilà, vous savez, squatté par... voilà. Et j'avais l'impression qu'on mettait, justement, des choses plus unitaires. Mais peut-être que d'ici, j'ai mal vu. Je voulais juste avoir cette précision. Alors, merci. Pardon, je vais répondre. Oui. Effectivement, il est prévu des bancs sur le petit square, qui est l'espace d'attente des parents des élèves du conservatoire. Donc ça, c'est aussi un sujet qui avait été longuement travaillé avec... oui, à l'état actuel, mais... L'objectif du projet, c'est en tout cas de proposer aux parents un espace d'attente. Et peut-être que si à l'usage... On passe à la sécurité, non ? Oui. Je me permets de continuer ma réponse. Voilà. Donc l'objectif, c'est de proposer aux parents un espace d'attente. On peut aussi imaginer que si à terme l'usage n'est pas celui souhaité, de trouver une autre solution. Mais on va se donner quand même l'opportunité de créer un espace urbain accueillant et qui permettra aux parents qui aujourd'hui quand même attendaient sur le haut de la dalle de pouvoir attendre leurs enfants qui sont au conservatoire et qui n'ont pas d'espace intérieur d'attente. Non, excusez-moi, on va passer à la sécurité. On avait dit que c'était la dernière question. Si on a du temps, on passe. Non, on passe. Ouais. Faut qu'on avance. Sylvie Bouillot, moi j'habite pas du tout là, je suis convention Vaugirard, mais j'ai une question concernant il y a beaucoup de béton. Il y a des petits arbres, mais qu'est-ce qu'il en est de la hausse des températures ? Et est-ce que ça a été pris en compte ? Non, mais oui, parce que je pense que... Alors, pour répondre à votre question, c'est en chiffres simples, on double les espaces végétalisés et donc les espaces perméables en étant sur un parking. On passe de 500 mètres carrés d'espace végétal à 1000 mètres carrés. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point sécurité sur le secteur Bargue. Je vais laisser peut-être les intervenants se présenter.
Bonsoir à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président, de cette invitation pour le Conseil de quartier. Je suis le commissaire Vallot, je suis le commissaire central du 15e arrondissement. Je reconnais un certain nombre de visages que j'ai vus lors d'autres réunions, au commissariat ou en mairie. Le sujet, je l'ai déjà entendu être abordé de manière rapide, c'est, disons-le clairement, le quartier auquel vous appartenez, le quartier le plus dur pour les forces de police du 15e arrondissement, parce qu'il cumule plusieurs problématiques conjointes, effectivement une densité très forte d'habitants dans ce quartier ainsi que dans le bas du conseil de quartier Pasteur-Montparnasse, puisque pour nous c'est plutôt autour de la place Falguière et dans les rues voisines que l'on raisonne. Une proximité et nous ne voilons pas la face, une tension aussi avec les voisins du quartier Vercingétorix de l'autre côté de la voie ferrée, et également une jeunesse qui est très vive, qui est très vivante, qui réussit plein de choses, et parmi elles, quelques individus qui sont extrêmement néfastes et qui se sont avérés, année après année, je suis en poste depuis 5 ans avec vous sur le 15e arrondissement, de plus en plus impliqués dans une délinquance difficile qui s'illustrait plus exactement par quelques périodes dans l'année avec des violences urbaines extrêmement fortes sur le 15e qui n'ont malheureusement rien à envier à celles que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs de la capitale où l'on a plus habituellement ce type de méfaits, et des violences qui malheureusement surviennent de plus en plus fréquemment, qui visent à blesser le plus fortement possible les services de police, bien évidemment, mes camarades de la police municipale qui sont à côté, le groupement public interbailleurs de sécurité qui, je ne crois pas là ce soir, mais avec qui on travaille également, et puis les pompiers, et puis surtout, évidemment, à installer un sentiment d'insécurité parmi celles et ceux qui y travaillent. Plutôt que de vous donner beaucoup de chiffres ce soir, l'interaction avec la salle est importante pour moi. Au-delà de ça, vous dire quelque chose qui est important, à mon sens, c'est que vous avez un commissariat qui est résolument tourné vers la satisfaction des habitants et la réponse aux problèmes de sécurité que vous rencontrez. Répondre, c'est un enjeu important, c'est un enjeu qui, certes, effectivement, est difficile à conduire dans la durée. Néanmoins, nous intervenons à 3 niveaux. Le premier, c'est bien évidemment le niveau dissuasif, c'est-à-dire les patrouilles qui sont conduites chaque jour, des patrouilles en solo, des interventions avec des services en renfort de la préfecture de police et des actions conjointes menées depuis plusieurs mois dorénavant avec la police municipale et avec le groupement public interbailleurs de sécurité. S'y ajoute également une dimension judiciaire. Régulièrement, nous échangeons dans le cadre des groupes partenariaux de sécurité qu'on appelle les groupements de partenariat opérationnel, les GPO, qui se réunissent une fois par mois et dans lequel les conseils de quartier sont représentés par leurs représentants sécurité. La prochaine réunion a lieu au commissariat le 30. Il faudra que vous désigniez ou que vous élisiez un représentant du conseil de quartier. J'invite celui qui sera élu ou qui représentera le conseil de quartier à prendre attache rapidement avec la cellule d'écoute et de traitement des doléances, la Major Duval, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui permet de capter au mieux les doléances des habitants. Parce qu'on le sait, et c'est pour nous la plus grande difficulté, c'est quand les habitants se taisent et quand les habitants n'appellent plus la police. On est dans un quartier très tendu, je l'ai dit, on est dans un quartier qui est sollicitant. Vous ne serez jamais trop sollicitant. Les services publics de sécurité que je représente, la préfecture de police que je représente ici, a pour vocation dans son ADN de traiter les problèmes de délinquance, qu'il s'agisse de criminalité, vous avez parlé de trafic de produits stupéfiants, de la délinquance du quotidien, ça va être les vols, les cambriolages, les agressions, et également la partie contravention, c'est-à-dire la possession, j'ai entendu parler de chiens tout à l'heure, la possession de chiens dangereux, le fait de les détenir sans être muselés, le fait de les détenir alors qu'on n'a pas un permis ou que l'animal n'est pas assuré. Voilà, toutes ces choses qui sont des irritants ou des choses qui impactent le quotidien, voire même qui sont des véritables sources d'insécurité. L'autre point, et je terminerai là-dessus, mais c'est important dans mon discours, c'est aussi le volet prévention.
On a sur le territoire du 15e arrondissement un tissu à la fois associatif et de services publics qui interviennent dans ce domaine-là. C'est vraiment pas anecdotique. On a au sein du commissariat une mission prévention, communication et écoute qui intervient dans les établissements scolaires, qui dessert auprès des plus jeunes, parce que c'est aussi un discours de citoyen qui va avoir un avenir dans sa cité, dans son quartier, dans la ville, et pour effectivement rappeler les comportements qui doivent être adoptés, les bons réflexes, comme par exemple faire le 17, se rapprocher d'un policier quand on est témoin ou victime évidemment d'une infraction pénale. Il y a également d'autres instances auxquelles nous participons avec la mairie. La cellule d'études nominatives des mineurs en difficulté, une cellule qui joint l'éducation nationale, la ville, la justice et la police pour étudier ces mineurs qui n'ont pas encore complètement chuté dans la délinquance et pour les rattraper, pour les remettre dans le droit chemin. Je résume à grands traits, mais c'est cela. Et la dernière instance, qui elle est placée sous l'autorité du procureur de la République. On a été moins concernés ces derniers mois, mais la vérité d'aujourd'hui, et je le sais pertinemment, n'est pas celle de demain. C'est le groupement local de traitement des délinquances sur les bandes. J'ai parlé du 14e. Votre territoire a été fortement impacté par les affrontements entre bandes, des très jeunes. Nous n'avons pas eu à déplorer, ce qui a été le cas malheureusement dans d'autres arrondissements, de morts à l'issue de ces rixes entre bandes. L'actualité se fait malheureusement l'écho régulièrement de ce niveau de violence très fort, d'où la mobilisation des services, quels qu'ils soient, pour signaler, recueillir les déclarations des uns et des autres, intervenir, contrôler, parce que ça fait partie de notre travail, pour détecter, repérer les armes, etc., etc. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour échanger. Je vais peut-être d'abord céder la parole à mes camarades de la police municipale. Bien. C'est vrai, et le commissaire l'a dit d'emblée, il faut bien le constater, nous sommes dans un des quartiers les plus difficiles de l'arrondissement et depuis des années, sans doute dû à l'urbanisation, au peuplement, au manque de moyens, etc. Aujourd'hui, nous essayons de redresser la barre, bien sûr, mais avec toutes les difficultés de l'exercice. Et d'ailleurs, plusieurs de vos témoignages montraient les problématiques graves qui existent dans l'arrondissement, et qu'a rappelé le commissaire, donc je ne reviendrai pas dessus. Je voudrais simplement que, d'une part, les deux sujets que nous avons évoqués dans ce conseil de quartier sont liés. La modification de l'urbanisme a aussi un impact sur la sécurisation et a pour objet aussi d'améliorer les choses sur le plan sécurité. C'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle. Il y a les caméras, bien sûr, en nombre insuffisant. Vous savez, nous, on va avoir d'ici la fin de la mandature simplement 6 caméras supplémentaires sur la totalité du 15e, qui est un arrondissement de 240 000 habitants, plus grand que Bordeaux. Alors on a même pas on a une petite centaine de caméras, on en réclame plus, il en faudrait 2 à 3 fois plus pour pouvoir obtenir un maillage du territoire du 15e suffisamment efficace. Donc on en est très loin. Mais voilà, on a quand même un certain nombre de caméras et le commissaire voit parfaitement ce qui se passe dans le secteur par les caméras qui sont actuellement en place, mais il en faudrait bien davantage, évidemment, pour arriver à un îlotage de vidéoprotection, si je peux dire, de la vidéopatrouille, comme on dit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la situation s'est tellement dégradée, je dois le confesser, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on aura une grosse amélioration avec cette transformation urbanistique de ce quartier, que j'ai demandé, ça fait plusieurs années d'ailleurs que je demande à l'État de mettre ce quartier Falguière en politique de la ville. Donc ça fait environ 10 ans que je le demande. Enfin, alors je ne peux pas encore l'annoncer officiellement parce que ce n'est pas officiel. Enfin, je peux déjà vous dire que le gouvernement est en train de réformer la politique de la ville et la géographie de la politique de la ville, et que je pense que d'ici quelques semaines, l'État va annoncer donc cette nouvelle géographie de la politique de la ville à Paris comme dans toute la France, et que le quartier Falguière sera inscrit en quartier politique de la ville, on appelle les QPV. C'est très important pour nous parce que ça va nous permettre d'être éligibles à un certain nombre de moyens sociaux, de prévention, d'aide, de soutien, qui vont permettre d'aller en appui, en soutien des populations fragiles et vulnérables du quartier et d'avoir des moyens supplémentaires de prévention. On a une équipe de prévention spécialisée, je ne vais pas parler de la police, c'est l'affaire du commissaire, mais on a une équipe de prévention spécialisée qui s'appelle ARC-EA, d'éducateurs de rue qui sillonnent ce quartier. On a des médiateurs, etc. Mais
ce n'est pas suffisant. Il faut avoir davantage de moyens, même si nous avons des organes qui fonctionnent assez bien, comme l'a dit le commissaire, le Cénomède, qui traite quand même entre 20 et 30 cas d'adolescents à chaque réunion, ou le groupement local de traitement de la délinquance des bandes qui nous réunissent autour du préfet, ou les réunions que j'ai régulièrement avec le procureur de la République ou avec le préfet de police. D'ailleurs, avant vous, nous sortons ensemble, d'ailleurs, avec le commissaire d'une réunion à la préfecture de police avec le cabinet du préfet et la directrice de la police de Paris, quoi. Donc, pour voir comment on peut renforcer la sécurisation, pas simplement de Falguière, mais enfin du 15e. Donc, c'est vraiment une priorité numéro 1. C'est la raison aussi pour laquelle a été mise en œuvre cette police municipale et que nous avons le GPS aussi qui fonctionne dans le secteur. Enfin, il y a un certain nombre de moyens, mais je dois dire qu'on pêche par une insuffisance. Je dis ce que je pense, vraiment. Voilà, là, je parle vraiment de façon très ouverte. C'est qu'il manque juste un élément, c'est la sanction pénale. La sanction pénale. C'est-à-dire que les moyens de prévention ont une certaine efficacité, bien sûr, plus ou moins grande, ça dépend sur quels éléments. La police fait un travail d'interpellation. Et moi, je reçois les fiches du commissaire de toutes les interpellations qui ont régulièrement lieu sur le quartier Falguière, d'ailleurs, pas que là, évidemment, mais sur le quartier Falguière, il y en a beaucoup. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en aval du continuum répressif? Qu'en est-il de la sanction pénale infligée à des mineurs qui sont responsables d'une très grande partie de la délinquance à Paris et dans ce secteur en particulier, et qui sont hors champ de la sanction pénale pour la plupart de leurs méfaits? Donc c'est un vrai sujet. Vous savez, on a été envahi, si je peux dire, ces derniers temps, maintenant ça s'est calmé, par des mineurs non accompagnés, étrangers, isolés, et qui ont mis à feu et à sang le quartier, et pas que ce quartier-là d'ailleurs. On a pu, par une action résolue de la police, etc. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que, même quand le parquet fait des réquisitions, eh bien, il y a simplement la mise à l'abri dans un foyer, très bien, de mineurs. Ce n'est pas une peine de prison, ce n'est pas une sanction. Ces mineurs sont mis dans un foyer dont ils s'échappent 1 heure après et ils reviennent sur le terrain. C'est quand même une réalité qui existe et qui est due à la législation. C'est comme ça, nous on fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, et avec les moyens juridiques, techniques, matériels. Donc c'est quand même un gros problème qui évidemment fait l'objet de beaucoup de débats, de discours, etc. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant que praticien, si je peux dire comme maire, et bon, je ne veux pas parler à la place du commissaire, mais je connais bien son avis là-dessus, on est très embarrassé par ce phénomène qui se développe et qui s'est beaucoup développé dans tous les quartiers. Enfin, cela étant, on ne baisse pas les bras pour autant. Nous étions d'ailleurs à la préfecture de police pour réclamer des effectifs supplémentaires, pour vous dire les choses, et des moyens supplémentaires d'investigation de la part des services spécialisés de la préfecture de police, parce qu'il y a le commissariat du 15e, avec ses 350 policiers à peu près, et puis il y a les services spécialisés, bien sûr, de la préfecture de police qui viennent prêter main forte sur des opérations antidrogue ou autres, ou de mineurs étrangers qui font beaucoup de cambriolage ou de casse de magasins. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques que nous traitons. Mais je pense que, 1, avec la réhabilitation urbanistique du quartier, 2, l'implantation, si je peux dire, de la politique de la ville dans le quartier Falguière, il y en aura un autre dans le 15e, d'ailleurs, qui est le quartier Périchaud-Porte-Brancion. Voilà, ce sera les 2 QPV que j'ai demandé et que j'ai obtenus, donc ça sera annoncé bientôt, je pense. Les moyens de prévention, de répression policière, etc. Je pense que les choses, en tout cas, sont maintenues à un certain niveau et doivent s'améliorer grandement. Enfin, en tout cas, c'est tout l'objectif de toutes les politiques que nous mettons en œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Juste pour rajouter 1 ou 2 petits éléments, monsieur le maire et le commissaire ont déjà beaucoup dit, et ont dit l'essentiel. 2-3 petites choses dans lesquelles on croit aussi beaucoup pour essayer d'améliorer la situation dans votre quartier. Évidemment, il y a la prévention, il y a l'urbanisme. Il y a aussi, parce qu'il faut le reconnaître, je pense notamment au 48 rue Bargue qui nous préoccupe énormément, il y a parfois 1 ou 2 familles qui pourrissent un immeuble entier. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable collectivement d'identifier ces familles
que la justice évidemment les condamne et que nous, on puisse en effet les expulser du logement social dans lequel elles sont. C'est pas normal qu'avec des dizaines de milliers de familles qui seraient prêtes à avoir des logements sociaux, qui contribuent à la vitalité de notre ville, qui sont professeurs, qui sont policiers, qui sont puériculteurs, qui travaillent dans des entreprises de l'arrondissement. C'est pas normal qu'elles soient sur liste d'attente et qu'on ait en contrepartie des familles de délinquants qui pourrissent la vie d'un immeuble puissent en bénéficier. Et donc il y a une convention qui a été signée, qu'on a soutenue de longue date avec le maire, qui a été signée justement entre la justice, les bailleurs sociaux et la préfecture de police pour pouvoir aboutir à ces expulsions et les faciliter. Et je peux vous dire que sur la demi-douzaine de procédures que nous avons dans le 15e pour aboutir à ces expulsions, il y en a une qui est rue Bargue. Et donc, en effet, c'est quelque chose que nous suivons de très près et sur lesquels j'espère qu'on pourra aboutir au plus vite. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi par rapport au GPIS, on a évoqué les opérations conjointes entre la police municipale, la police nationale et le GPIS. Il y a eu récemment quelque chose qui va dans le bon sens, même si ce n'est pas suffisant, mais l'assermentation des agents du GPIS qui permet en effet à ces agents-là d'intervenir, d'agir et de dresser un certain nombre de contraventions, pas surtout bien évidemment, mais aux personnes qu'elles sont amenées à croiser sur le terrain, dans les immeubles, dans les cages d'immeubles, dans les parkings. Ça va dans le bon sens. C'est le cas aussi des gardiens de Paris Habitat. Et donc, en effet, il faudrait aller plus loin sur les choses qu'elles pourraient faire. Mais chez vous, il y en a plus. Chez vous, il n'y en a plus, mais il y en a dans d'autres immeubles voisins. Et je vous assure que c'est quelque chose qui améliore la situation, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'insécurité dans le quartier, mais c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ensuite, un mot sur la police municipale. Vous savez qu'on a créé il y a 2 ans maintenant une police municipale dans le 15e. On a aujourd'hui 50 agents de la police municipale, dont une vingtaine qui composent les effectifs de soirée. C'est d'ailleurs un souhait qu'on avait avec le maire de l'arrondissement de renforcer les équipes de soir. On est aujourd'hui un des arrondissements qui a les équipes de soirée les plus nombreuses, parce qu'en effet, il y a les problèmes de jour où les effectifs sont nombreux, mais je crois que la problématique principale à laquelle vous êtes confrontés, c'est à partir de 18h, de 19h, de 20h, c'est le soir, c'est là où en effet les problèmes sont les plus prégnants. Et donc on a pu renforcer les équipes, on a eu un équipage supplémentaire de soirée composé de 6 agents de policiers municipaux qui est arrivé il y a maintenant 2 mois et demi dans le 15e arrondissement, et on ira encore plus loin pour monter à 25, 30 si on peut, policiers municipaux d'ici la fin de la mandature. Il y a des opérations conjointes qui sont montées toutes les semaines entre le GPIS, la police municipale, la police nationale. Je pense par exemple à hier soir, pas plus tard qu'hier soir, la police municipale rue Mathurin-Régnier est passée par 3 fois en bas de chez vous, sur la petite impasse, la petite place, pour dresser des contraventions. Il y avait en l'occurrence une voiture qui était là, qui gênait avec des jeunes qui consommaient. Donc ils sont intervenus, ils ont pu faire appel à la direction de la propreté pour nettoyer le banc en question, pour intervenir, pour dresser des contraventions aux véhicules qui posaient problème. Et donc ils sont présents partout, y compris dans les quartiers difficiles, souvent en contrepartie, en accord avec la police nationale et le GPIS, mais aussi parfois seul comme c'est le cas hier. Et je peux vous dire qu'on continuera à les faire intervenir le plus possible dans votre quartier, les rendre visibles, intervenir sur les problématiques de circulation, notamment la journée, mais aussi le soir sur les problématiques de sécurité plus spécifiquement qui empoisonnent votre quotidien. La police municipale. Alors, bonsoir à tous. Je suis Patrice Cobon, je suis chef de service de la police municipale. Pour compléter un peu ce qu'il a dit monsieur le maire, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'effectifs pour l'instant pour couvrir tout le secteur du 15e. Et je pense qu'à partir du mois de janvier, il va y avoir des recrutements qui vont intégrer certainement le 15e. Et je l'espère, donc c'est un petit soulagement qu'on peut avoir. Et là, je suis accompagné d'un collègue également qui travaille en soirée. Moi, je suis de jour jusqu'à 20h. Et après la soirée, c'est comme il a dit monsieur le maire, après 20h, c'est une autre problématique qu'on croise dans le 15e. Et effectivement, qui a intervenu hier pour certaines incivilités, comme au niveau de la rue Bargue, où vous avez nettoyé. C'est vrai que on nettoyait le secteur. C'est pas évident, donc on les encourage, mais il faut penser, espérer que l'effectif soit un peu plus conséquent pour qu'on puisse assumer
nos services qu'on peut le faire. Donc la police municipale, c'est vrai que c'est une police parisienne qui est de police de proximité. Donc on est en contact souvent avec les jeunes, mais il ne faut pas oublier également les agents qui font la médiation, qui vont en amont pour discuter avec les jeunes, pour essayer de baisser un peu les tensions, et en soirée, les équipages également qui tournent pour essayer de prendre en contact avec les jeunes. Au pire des cas, il y a la verbalisation qui se fait. Mais on n'est pas là également pour courir après eux pour les trafics de stupéfiants ou autres. Mais vous avez parlé un petit peu des jeunes qui vont dans les parkings au sous-sol. C'est vrai que quand les missions opérations conjointes avec la police nationale, on arrive de temps en temps à descendre avec eux, mais sinon la police municipale toute seule ne peut pas aller dans le sous-sol, au parking pour intervenir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, on va passer aux questions. Je vais laisser Charles, il attend depuis tout à l'heure. Et après... Je vais être assez bref. Je vais faire une remarque et plutôt une question. La remarque, c'est on est bien évidemment conscient que vous avez des moyens limités, qu'il y a un sujet de judiciarisation de toutes ces questions. Il y a une question de temporalité sur la rénovation du quartier. Le fait est qu'on vit au quotidien dans ce quartier, que depuis 10 ans que je suis dans ce quartier, je vois des familles quitter ce quartier pour des raisons de sécurité, notamment entre la place Falguière et le bas de la rue Saint-Amand. On voit ces familles partir, on voit de plus en plus de violences. Je vous retraçais dans des mails un certain nombre de violences qu'on a subies. Nos résidences, qui sont des résidences qui ne sont pas des offices HLM, s'équipent en matériel de sécurité, vidéosurveillance et autres. Ça nous a coûté plus de 200 000 € sur notre résidence au 9 rue Saint-Amand. Je comprends tout ce temps-là. Le fait est que nous, on subit ces choses au quotidien et les familles vont partir. Les familles vont partir, les gens vont partir. Parce que on est, et ce n'est pas à partir des 18h, on est en permanence en face de l'insécurité, en face d'incivilité, que ce soit place Falguière. Alors le marché est quelque chose qui est très bien, mais on a des incivilités en permanence place Falguière. S'asseoir à un café place Falguière, d'ailleurs le café a été complètement détruit place Falguière, ce qui est complètement aberrant parce que c'est la population de la place Falguière qui profite de ce café. On subit au quotidien ces éléments-là. Peut-être qu'il y a une question à se poser sur quelle population on insère sur ces quartiers. Et moi, ma question est très simple. C'est au 96 de la rue d'Alray. Il y a un bâtiment qui est juste en face de la paroisse Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. J'ai cru comprendre que ce bâtiment était en vente et qu'il avait été préempté par la mairie pour faire des logements sociaux. Et je voudrais juste confirmation de ce point, parce que ce bâtiment, je crois, et alors je ne sais pas si la paroisse peut en parler, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, la paroisse était portée volontaire pour acquérir le bâtiment, et a priori il a été préempté. Je voudrais juste qu'on sache s'il y a bien des HLM qui vont être là, parce que c'est rapprocher le problème. Et alors, si des HLM sont effectivement là, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas octroyer des places HLM au personnel infirmier de Necker, qui font un travail incroyable, au personnel pompier de la rue d'Alésia et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans la population qu'on met dans ces HLM? Merci. Le personnel policier, exactement. Bon, vous évoquez le logement. Bon, vous savez, les différentes instances qui sont chargées de l'attribution des logements sociaux. Alors, il y a beaucoup d'organismes. Hein. La mairie du 15e, je dois attribuer entre 10 et 20% des logements sociaux. J'ai fait voter par mon conseil d'arrondissement des critères de priorité supplémentaires par rapport aux critères de revenus qui sont intangibles, hein, qui sont d'affecter ces logements d'abord aux résidents du 15e. Il y a quand même près de 15 000 demandeurs de logement dans le 15e, 13-14 000 exactement. Et puis aussi à ce qu'on pourrait appeler les personnes qui font fonctionner l'arrondissement. Moi, j'ai besoin, comme vous le dites, d'auxiliaires de puériculture, d'infirmières, d'enseignants, de policiers, de pompiers, de militaires, etc. Voilà, j'ai besoin de ça pour faire fonctionner le 15e. Je vous donne un exemple qui est gravissime. Dans le 15e, nous avons plus de 900 berceaux de crèches qui sont gelés parce qu'il me manque 130 auxiliaires de puériculture. Ce n'est pas les budgets qui manquent, c'est les personnels. Nous n'arrivons pas à recruter. Voilà. Et ce que je dis pour les crèches est valable pour tout. Pour tout. Donc déjà, moi j'établis des critères de priorité, et dans les attributions, que fait la commission d'attribution? C'est pas moi qui attribue personnellement, il y a une commission d'attribution. En tout cas, je suggère qu'en priorité, on affecte les logements attribués par la mairie du 15e aux habitants, à ces personnels que je viens d'évoquer principalement.
Après, je suis le seul à le faire comme ça. Le reste, c'est effectivement l'État, le DALO, qui affecte 100% des logements aux personnes en très grande difficulté. Voilà. La mairie de Paris, qui a ses critères, une commission d'attribution, les commissions d'attribution de Paris Habitat, de la CIEM des logis, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que nous proposons régulièrement au Conseil de Paris qu'il y ait des critères de priorité, par exemple pour la police. Je me souviens avoir été adjoint au maire de Paris chez de la police il y a bien longtemps. Avec l'État, j'avais négocié l'affectation de 500 logements dans Paris chaque année aux policiers parisiens sur 5 ans. Ce qui fait que nous avons pu attribuer 2500 logements, c'était il y a plus de 20 ans, 2500 logements parisiens, enfin appartenant à la mairie de Paris, à des policiers parisiens. C'est enfin, j'étais adjoint de Chirac à l'époque. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont des politiques qui permettent l'implantation des policiers, qui sinon demandent leur mutation, comme les familles qui s'en vont du 15e. Ils demandent leur mutation en province tout de suite, s'ils n'ont pas de quoi se loger. Les infirmières, on évoquait, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, le pavillon Blumenthal. C'est dans cette réunion Non, c'est dans la réunion précédente. Non, il y a rue de Vaugirard, oui, dans l'arrière de l'hôpital Necker, le pavillon Blumenthal. La mairie de Paris, pendant quelques années, y a affecté des mineurs non accompagnés, isolés, en difficulté, qui n'avaient qu'une idée en tête, c'est de s'échapper par la fenêtre et d'aller piller tout alentour. Donc on a réussi à faire partir ce foyer. Mais nous, ce qu'on demandait avec l'hôpital, d'ailleurs, c'est que ce bâtiment, qui a été préempté par la mairie de Paris, puisse se servir pour loger des infirmières. Moi, j'ai 60 demandes d'infirmières de Necker pour les logements sociaux. Bon, eh bien, la ville de Paris va y construire des logements sociaux. Comme au 96 rue d'Alray, que vous venez d'indiquer, vous êtes bien informé, ça passe au prochain conseil d'arrondissement du 15e. Je donnerai un avis défavorable. Mais je suis consulté pour avis. C'est la ville de Paris qui décide in fine de ses projets de délibération. Alors là-dessus, nous sommes en désaccord total avec la mairie de Paris. Nous considérons que dans ce quartier où il y a énormément de logements sociaux, on ne va pas en rajouter encore une couche. Ce qu'il est nécessaire de faire, oui, il faut du logement social, mais il faut d'abord que ce ne soit pas toujours dans les mêmes quartiers, pour accumuler, faire du chiffre, accumuler les problèmes sur les problèmes, que deuxièmement, il y ait aussi une mixité, c'est-à-dire qu'il y ait aussi des logements pour les classes moyennes, les classes intermédiaires, qu'il y ait un accompagnement social qui n'est pas suffisant. Quand il y a des familles en grande difficulté, je comprends bien sûr qu'il faille les loger, avec des enfants, etc., mais il faut un accompagnement social à la hauteur qui n'existe pas. Voire dans les écoles, par exemple, dans les écoles, nous sommes passés sur le 15e de 8 à 2 médecins scolaires pour le primaire. Vous vous rendez compte ce que c'est pour une population de 15 000 élèves? Enfin, voilà, donc tout ça, ça ne va pas. Donc on accumule les difficultés et on a de moins en moins de moyens. C'est pour ça que je compte beaucoup aussi sur la politique de la ville qui va, j'espère, nous permettre, on commence à travailler dessus d'ailleurs, même avant que l'édition soit prise, pour avoir de nouveaux moyens. Il y a une réponse complémentaire du représentant de Paris Habitat dans le 15e. Merci, monsieur le maire. Oui, je ne me suis pas présenté. Jacques Lauzet, je suis directeur territorial sud-ouest de Paris Habitat, donc, qui manage les équipes de gestion de proximité sur le 14e, le 15e, le 16e et le 7e arrondissement, où nous avons sur ce périmètre-là 25 000 logements. D'abord, il ne faut pas stigmatiser le logement social en tant que tel. Le logement social, c'est 75% de la population francilienne qui est éligible au logement social. Le logement social, c'est différents plafonds de ressources. Et donc, il y a beaucoup de population. Il y a 800 000 demandeurs de logements sociaux aujourd'hui en Ile-de-France. Et on est dans une crise, une tension extrême sur le logement. Les attributions de logement, monsieur le maire en a parlé, elles sont anonymes. Elles sont faites dans des commissions d'attribution de logement où siègent un certain nombre de personnalités qualifiées. Moi, je n'y siège pas. Il y a des représentants de différentes institutions, de la ville de Paris, de la région Île-de-France, de la préfecture, des collecteurs de 1%. Et les attributions sont faites sur les critères de ressources et d'adaptation du logement à la composition familiale. On ne va pas donner un studio à une famille de 5 enfants, ni un 5 pièces à une personne seule. Voilà, on adapte. Après, les situations évoluent, les familles grandissent ou les familles rétrécissent. Et après, on gère, nous aussi, de la demande de changement de logement. Voilà, on a 10% de nos locataires qui veulent changer de logement, on n'arrive pas à les satisfaire, et c'est une grosse insatisfaction. Voilà, donc
Et nous, en gestion de proximité, on essaie d'être le plus performant possible. Alors, on cherche à s'améliorer aussi en permanence. Hein. On n'est pas complètement... on ne dit pas qu'on est parfait. On cherche à s'améliorer, bien évidemment. On a un personnel de proximité qui a le gardiennage. Après, on peut dire qu'il n'est pas assez présent, il n'est pas assez nombreux, etc. Mais on a quand même un gardien, grosso modo, pour 100 à 150 logements ou 180 logements, ça dépend des résidences. Et puis, on accompagne et on est en partenariat avec la mairie, avec le commissariat pour assurer la sécurité, la sécurisation. On y travaille au quotidien, on échange régulièrement avec M. Samama et M. Goujon sur ces sujets-là. Et on est vraiment ici pour vous satisfaire le mieux possible. Mais j'entends que la satisfaction à 100% n'existe pas. Merci. Oui, je voulais vous remercier. Merci à la mairie, merci à la police déjà pour leur travail, pour la prise en considération de ces problèmes de délinquance importants et pour toutes les structures qui ont été mises en place. Vraiment merci, parce que vous m'avez expliqué tout ce qui avait été mis en place lors de notre réunion en février 2023, et je dois admettre qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et que la justice ne suit pas derrière, et qu'il y a énormément de barrières, etc. Donc la situation perdure, la délinquance est de pire en pire, donc ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il y a trop de délinquance par rapport aux structures. Comment ? Ça serait pire sans, tout à fait. Donc vraiment, merci vraiment d'avoir pris tout ça, d'avoir mis en place tout ça. Moi, je voulais dire que on ne peut pas attendre 3 ans en estimant que ce sera dans 3 ans que les travaux auront lieu pour l'îlot Procession, qui est vraiment, selon le commissaire et la commissaire divisionnaire, vraiment, moi, on m'a prévenu que c'était le 48 rue Bargue, le plus sujet à la délinquance du 15e arrondissement, avec Beaugrenelle. Ça, c'est ce qu'on m'a dit à une époque. Du coup, moi, je vais pas vous poser une question, je vais directement vous proposer mes propositions, parce que ma question, elle est toujours la même que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous comptez faire pour sécuriser au moins notre immeuble, qui est vraiment le point central de tout, et le point de passage de tous ces jeunes, en tous les cas pour notre quartier. Du coup, comment comptez-vous sécuriser l'immeuble et le quartier en grande partie? Moi, j'ai 5 propositions, et ça concerne la police. Ma première proposition, c'est... Alors, vous avez eu la gentillesse, Monsieur Larouzet, de nous prêter le logement du gardien qui était vacant depuis 2 ans pour l'association des locataires. Du coup, je vous propose qu'on mette un poste de police à la place. Parce qu'il y a un poste de police à Beaugrenelle, et il n'y en a pas chez nous. Du coup, voilà, ça c'est ma première proposition. Nous cédons, j'ai concerté, voilà, j'ai demandé aux adhérents, donc on est d'accord. Ensuite, la deuxième proposition. La deuxième proposition, effectivement, ça serait de faire votre maximum pour attribuer des logements sociaux aux policiers dans notre immeuble. Que la préfecture ou vous-même, enfin, le maximum. Parce que jusqu'à présent, moi, je connaissais aucun policier dans notre immeuble. Je connais un éboueur, un facteur, une institutrice, mais nous n'avons... bon, alors peut-être qu'ils sont discrets. En tout cas, je ne connais aucun policier. Donc voilà, ça serait vraiment des gens qui seraient en lien directement avec la police, des jeunes qui sortent de l'école de police et qui n'ont pas peur, qui n'ont vraiment pas froid aux yeux, qui ont... Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième proposition. Ma troisième proposition... c'est de mettre des vigiles en permanence pour interdire l'accès au parking. Des vigiles en permanence. Oui, mais là, c'est Paris Habitat qui nous doit la jouissance paisible du bien loué. Donc c'est au bailleur. C'est au bailleur de payer ça pour la sécurité des locataires. Nous ne sommes pas en sécurité actuellement. Ensuite, la troisième, alors ça c'est la quatrième proposition... Je sais plus, j'en ai fait 2, 3... c'est la sous-traitance du parking. Donc, il y a 4 niveaux de parking. Ça serait bien de sous-traiter ça auprès d'une société privée, telle... je vais pas la citer. Mais au moins, on sait qu'il y aurait les moyens qui seraient mis pour sécuriser le parking. Et on sait que le parking, c'est vraiment l'endroit où se situe tout... Voilà, c'est le repère. Le repère.
Et enfin, nous, proprement à l'immeuble, nous réclamons vraiment la pose de caméras en attendant ces 3 ans de réaménagement, ne serait-ce que dans les halls qui font 4 mètres et 5 mètres de hauteur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être détériorés, comme vous m'avez dit que ça allait avoir lieu. Vous ne vouliez pas sécuriser ou déployer des caméras avant la réhabilitation du quartier, qui incluait toute la sécurisation. Donc là, on ne peut plus attendre. Donc voilà, on peut faire des tranchées dans le mur pour faire des connexions électriques et puis mettre des caméras qui ne seront pas détruites. Ça, je vous le garantis. En tout cas, ces gars-là, déjà, ils vont plus pouvoir rentrer chez nous comme ils le souhaitent avec ces 5 propositions. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Ça sera peut-être la dernière. Alors, allez, choisis. Bonsoir, je m'appelle Marcella, je suis parent d'élèves de cette école-là. Et en fait, la proposition est très bonne, mais ce serait bien de penser pas seulement au 48 rue Bargue, sinon à toute l'arrondissement, ces parties de l'arrondissement. Par exemple, on n'oublie pas la Villa Falguer, d'accord. Et par exemple, dans les écoles, nous, on a été témoins de violences aussi, d'accord, des parents qui sont très violents, qui viennent, et c'est incroyable. Et je pense que l'installation d'une antenne de police dans ces parties du quartier, ainsi comme à Brancion, ça serait vraiment une solution, d'accord. Il faut y penser, parce que ça peut aussi changer la vie du quartier, la vie de l'arrondissement, et ça va assurer. Et je vous propose, faisons un projet, parce que les paroles s'envolent, d'accord. Il faut s'asseoir, il faut faire un projet. Il faut le donner au monsieur Vallot et monsieur le maire. Mais si nous voulons faire quelque chose, il faut s'asseoir, écrire et le faire. Oui. Non, mais bon, d'accord. C'est très important. Une antenne de police, ça peut être vraiment une solution pour les quartiers. D'accord. La police que vous voulez, mais une antenne de police comme à Beaugrenelle, ça peut être vraiment une solution. Merci beaucoup. Merci. M. Vallot, vous voulez répondre? Sur le projet d'antenne de police, je vais être très clair. L'antenne de police de Beaugrenelle, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous s'y est rendu? Oui, moi j'ai habité ce secteur-là il y a des années. Oui. Ça fait 32 ans que j'habite ici. C'est plus la même. Est-ce que récemment vous y êtes rendu? Bon, cette antenne de police, pour être très clair, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez y déposer une plainte, une main courante, et vous pouvez éventuellement y être reçu dans le cadre du traitement d'une procédure judiciaire. Une antenne de police, ça n'est pas un commissariat. C'est-à-dire que là, quand le projet de monter, j'entends complètement la logique, l'idée c'est plutôt de porter dans le quartier des policiers qui vont être actifs, que ce soit à vélo pour les brigades VTT du commissariat, que ce soit à pied jusque dans les parkings au beau milieu de la nuit ou tôt le matin, comme il y a quelque chose qui est prévu demain matin. Bref, voilà, il y a travailler sur ces quartiers en profondeur, en permanence. Ça n'est pas en ouvrant une antenne de police dans le quartier, telle que celle de Beaugrenelle. Je vous invite à aller la visiter aux horaires C'est une antenne dans laquelle on reçoit du public. Les policiers qui y sont des policiers qui sont des enquêteurs. Ce sont des enquêteurs qui sont sédentaires. Ils n'ont pas vocation à se porter au devant du public pour aller faire une patrouille. Ceux qui patrouillent, ils partent tous du commissariat central. Et on est plutôt dans cette logique d'économiser, entre guillemets, sur des installations physiques, parce qu'une installation physique, il faut la garder. Je ne vais pas vous apprendre que les violences urbaines qui ont eu lieu tout début de l'été sur le 15e arrondissement, et spécialement dans votre quartier, ont été extrêmement dures. Elles ont été dures pour vous, parce que c'est vous qui y vivez, c'est vous qui n'avez pas pu y dormir, et ce sont mes policiers qui étaient en bas à recevoir les projectiles. En revanche, ce sont les miens aussi qui se sont levés tôt le matin pour aller chercher à leur domicile ceux qui ont pillé les commerces de votre quartier, qui ont tiré dans les fenêtres des habitants avec des mortiers d'artifice. Et ça, effectivement, on ne laisse rien passer. Et ce n'est pas par l'ouverture d'une antenne de police qu'il faudra garder, qu'il faudra sécuriser et qui cristallisera en clair l'agressivité de certains, que l'on va régler le problème. C'est-à-dire que véritablement, c'est plutôt par le déploiement de patrouilles de police que l'on amènera
une patrouille, c'est dissuasif. C'est pas uniquement du contrôle et de l'interpellation. Quand les policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, sont là, ça rassure les gens. C'est le premier but qui est le nôtre. Et puis ça dissuade le passage à l'acte. Et le but, c'est plutôt ça, de densifier ces patrouilles, y compris de compléter nos pouvoirs respectifs. On vous l'a dit, c'est compliqué quand on n'est pas armé de descendre dans le parking du 48 Bargues. Vous le faites. En tout cas, certains d'entre vous le font. Enfin, c'est un peu inquiétant. Et pour nous qui travaillons sur les sujets de sécurité, c'est effectivement par la synergie des uns et des autres, par les actions conjointes, qu'on produira des effets qui seront plus palpables, concrets pour vous. Parce qu'encore une fois, c'est notre vocation que de traiter ces problèmes de sécurité, que de vous écouter. C'est pour ça que je parlais de l'invitation pour la réunion du 30. C'est pour ça que je parle des écoutes, de la cellule d'écoute et traitement des doléances. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui font ces échanges réguliers. Et puis aussi de marteler les esprits pour ceux qui ont du mal à comprendre, pour cette infime minorité qui nuit à la cohésion sociale, qui nuit à la tranquillité du quartier et qui génère l'insécurité dont vous êtes les premières victimes. Oui, juste 30 secondes. Vous savez, ce qui est efficace, c'est la présence policière, ce qui est dissuasive. C'est vrai qu'une antenne de police ou un commissariat de police, ça gèle énormément d'effectifs. Vous savez que pour remplir un poste de policier sur 24 heures, il faut 7 policiers. Donc vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez un standardiste, une vigie, quelqu'un qui est à l'entrée, etc. Donc nous, ce qui est efficace, c'est quand on va avec le commissaire voir le préfet de police, comme on l'a fait tout à l'heure, pour demander des effectifs supplémentaires. Aussi bien d'ailleurs pour le commissariat du 15e que par des services spécialisés de la PP qui viennent dans le 15e. Vous voyez, c'est ça qu'on demande. S'il y a une unité antidrogue qui vient dans le secteur Falguière, c'est plus efficace qu'une antenne de police, c'est ça que je veux dire. Deuxièmement, il y a aussi la montée en puissance de la police municipale, qui n'a pas du tout les mêmes pouvoirs, bien sûr, que la police nationale, mais qui monte en puissance. Aujourd'hui, on l'a dit, 50, demain, ils ont vocation à atteindre presque une centaine d'effectifs dans le 15e. Elle doit être quasiment doublée quand elle sera au complet. C'est plus d'éducateurs aussi, bien sûr, éducateurs spécialisés, éducateurs du rue, etc. Et puis, il y a des choses que vous avez dites qui sont tout à fait opportunes. Les caméras, bien sûr. Je suis totalement partisan qu'il y ait des caméras mises en place par Paris Habitat. Jusqu'à présent, il y en a qu'au Périchaud. Mais qu'il y ait des caméras aussi dans votre secteur. Bien évidemment, on va y venir de toute façon, inéluctablement. La situation est tellement difficile qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on ait des yeux partout pour voir ce qui se passe en temps réel. Là, bien sûr que là, on vous soutient là-dessus. On vous soutient aussi pour les gardiens d'immeubles. Hein. Il y a des défaillances dans le secteur, surtout dans ce secteur-là ici. Pas de chance, ça tombe sur vous. Enfin bon. Voilà, bon, mais c'est très difficile comme job aussi, mais ça tombe sur vous. Donc voilà, on retient un certain nombre de propositions de ce type que vous avez évoquées, mais il y a aussi des montées en puissance, vous voyez, sans attendre, bien sûr, la réurbanisation du quartier. Ça viendra en son temps, comme ça vient, mais c'est vraiment des mesures immédiates qui doivent être prises. Et aussi, quand nous demandons plus de mesures répressives au procureur de la République, c'est aussi pour, excusez-moi de dire, évincer un certain nombre d'éléments troubles. Et d'ailleurs, la convention très importante qu'a citée mon adjoint, qui a été signée il y a quelques temps, donc qui commence à se mettre en place, d'expulsion. On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est le peuplement qui ne va pas d'expulsion d'un certain nombre de familles délinquantes. Alors il faut tout un tas de conditions, on n'expulse pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Mais enfin, il faut tout un tas de conditions pour expulser des familles dont on sait qu'elles ont un comportement asocial alors qu'elles bénéficient d'un bien public. C'est quand même pas acceptable. Merci, monsieur le maire. Il est 21h. Il y en a qui ont d'autres. Il y a des horaires de travail, il y en a qui ont des choses à faire. Non, je suis désolé. Allez, une dernière question. On vous autorise une dernière question. Moi, je suis dans une copropriété privée. Donc, tout l'immeuble dans le site a été cambriolé. Je voulais savoir quels moyens sécuritaires on peut mettre, parce que c'est des portes en bois lourdes anciennes. Voilà. Quels moyens, à part changer le code, je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre comme moyen. Si je pouvais installer des caméras, est-ce que j'ai la possibilité? Ce que je vous propose, madame, je vais rester un petit peu. Ça permettra peut-être de prendre une autre question si le président l'accepte. Sur un sujet comme celui-là, on a la capacité de vous conseiller. Donc vous venez me voir à la fin, je vous donnerai un contact au commissariat. Si vous acceptez une autre question peut-être, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre... Une autre question peut-être. Mais Une toute dernière alors. Une question pratique. On est au-dessus du Lidl et on a fini par clôturer. Donc
ils étaient obligés d'enjamber la clôture. Les pompiers, je suis allé à la caserne Plaisance, je suis renseigné, il paraît qu'il n'y a pas de code pour ouvrir les vigies et compagnie. Et la police, c'est pareil, je suis passé par-dessus la clôture. Alors, bon, c'était ouvert à côté, mais ça ne fait rien. Alors, comment vous faites dans les résidences qui sont clôturées pour accéder? Je vous dirais, on est très adaptable, c'est quand même la résilience typiquement française. Hein. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens, mais en général, on compense avec beaucoup d'ingéniosité. Un trait de caractère qui est partagé avec beaucoup d'autres administrations. Néanmoins, pour ce type de fait, on travaille aussi beaucoup avec les habitants. Hein. Vous parliez de clés. Avant les clés, c'est surtout les codes. Pour rappel, la législation a été changée en France, je terminerai là-dessus, mais c'est important, on a changé de paradigme. On est passé de chaque copropriété qui devait autoriser les policiers à rentrer à l'intérieur et à patrouiller, à maintenant la loi qui prévoit que vous devez nous interdire d'y patrouiller. Sur le 15e arrondissement, je n'ai pas connaissance d'une seule résidence qui est par courrier demandé, en l'occurrence au commissaire, de ne pas patrouiller à l'intérieur. C'est aussi ce changement de paradigme, ces remontées des élus qui vont vers l'autorité publique pour dire, voilà, il y a des choses tout simplement, de dire, c'est du bon sens. On a besoin que vous veniez patrouiller sans forcément qu'on vous appelle. Et sur le 15e arrondissement, chaque bailleur social, chaque année, nous délivrait, là maintenant il n'y a même plus besoin de le faire, mais on avait chaque année pour tous les bailleurs sociaux les autorisations à venir. Donc il y a un lien qui est j'ai entendu beaucoup de critiques ce soir, tout n'est pas parfait aussi au commissariat, hein, je suis le premier à le dire, hein, mais il y a un lien conjoint permanent avec les bailleurs sociaux. On échange tous les jours avec votre responsable de la sécurité et on travaille au quotidien, y compris à affiner sur des problématiques que vous vivez pour échanger dans le cadre des groupements de partenariat de sécurité. Merci. Bien sûr, oui, on a tous les codes qui sont actualisés et qui sont transmis par les bailleurs sociaux au commissariat. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. Merci à tout le monde d'être venu.